Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans Sénat 360, 2 heures d'émission en direct consacrée à l'actualité parlementaire. Et dans 15 minutes, vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne les questions d'actualité au gouvernement. Alors que Manuel Valls a annoncé ce matin le report d'1 an de la réforme de la dotation globale de fonctionnement aux collectivités locales en réponse à la fronde des élus locaux, notamment des sénateurs. Réaction à suivre dans quelques instants au micro de Mickaël Zamès. Et puis au Sénat, début aujourd'hui de l'examen de 2 projets de loi de Christiane Taubira, 2 textes qui ont pour objectif de rendre la justice plus accessible et de conforter l'indépendance des magistrats. On est loin pourtant de la grande réforme de la justice attendue. On en débat tout à l'heure à 18h. Et puis toujours dans l'actualité du Sénat aujourd'hui, l'audition à 17h30 d'Emmanuel Macron. Le ministre est entendu par les sénateurs sur le budget de son ministère dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016. Nous écouterons tout à l'heure un extrait de cette audition. Et puis, pour nous accompagner, comme tous les jours, notre multiplex politique, Tam Tranui est dans l'hémicycle du Sénat. Tam, vous nous direz dans quelques minutes sur quel point les sénateurs vont questionner le gouvernement. Et puis, Mickaël Zamès, vous êtes dans la salle des conférences, juste à côté de l'entrée de l'hémicycle, où vous traquez parlementaires et ministres. Et je crois que vous êt en compagnie déjà de Matthias Fekl, secrétaire d'État. Oui, absolument, le secrétaire d'État au commerce extérieur, Matthias Fekl. Alors c'est vrai que l'actualité aujourd'hui au Sénat pour les parlementaires, c'est un report de la DGF, c'est la dotation globale de fonctionnement qui est allouée notamment aux collectivités. Vous êtes secrétaire d'État, je le sais bien, mais vous êtes aussi tête de liste dans la région Aquitaine, en Lot-et-Garonne. En tant que tête de liste pour les régionales, ce report, selon vous, c'est quoi? C'est un report de politique ou c'est un report simplement parce que ça ne fonctionne pas? Quel est votre sentiment? Non, c'est pas en tant que candidat que je vous répondrai là-dessus. La seule question, c'est l'intérêt général. C'est une réforme très lourde. Vous savez que cette dotation, c'est près de 40 milliards d'euros, 36 milliards d'euros. Et il est assez classique en la matière d'avoir des réformes qui se font en 2 temps. Avec d'abord des grands principes qui sont actés et qui donnent de la visibilité aux acteurs, en l'occurrence aux élus locaux. Et ensuite, dans un deuxième temps, les modalités de mise en œuvre qui sont précisées. Et donc, c'est ce qui est proposé aujourd'hui, avec encore une fois une réforme majeure qui a un impact sur la vie des collectivités locales. Et tout le monde y est très attentif. Ce gouvernement est depuis longtemps attentif à la situation des collectivités, à la situation aussi de la ruralité qui traverse des difficultés importantes. Et donc il y a une réforme qui est très claire sur le fond et les principes qui sont actés. Et ensuite, il y a des modalités de mise en œuvre à construire dans le courant des prochains mois. Donc il était plutôt sage de reporter selon vous? Mais ce qui est en train de se faire est une bonne manière de conduire les politiques publiques, avec de la visibilité qui est donnée et ensuite des modalités de mise en œuvre qui sont construites ensemble. Ça répond aussi à une demande du terrain et elle est prise en compte, encore une fois, avec une très grande attention du gouvernement à ce qui se passe dans la réalité du pays et dans la réalité de ce que vivent les territoires. Vous avez la charge notamment de ce fameux traité transatlantique. Donc les négociations continuent. C'était le 11e round de négociations. Vous êtes parti à l'étranger de nombreuses fois. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la France ne dit pas tout simplement que ça ne va pas visiblement ces négociations, on quitte la table et on arrête de négocier? La France a dit, et j'ai dit au nom de la France de manière on ne peut plus forte que les choses n'allaient pas. N'allaient pas sur la transparence, n'allaient pas sur la réciprocité. Les Américains doivent faire des évolutions très importantes en matière d'accès au marché public, en matière de transparence, en matière de prise en compte de nos priorités, que ce soit en matière agricole, que ce soit en matière de différents secteurs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je vous signale que après mon intervention, un certain nombre de choses ont bougé, notamment le président du Bundestag allemand, l'équivalent de l'Assemblée nationale, s'est exprimé dans des termes très proches. Nous avançons sur ce sujet avec l'Allemagne, je travaille beaucoup avec Sigmar Gabriel, et l'Europe doit faire entendre sa voix sur ce sujet qui comporte des enjeux absolument majeurs pour l'avenir du pays. Les Allemands, par exemple, ils sont descendus dans la rue. Les Français, on n'a pas encore vu de manifestations, mais ça pourrait venir. C'est quelque chose que vous sentez monter sur les territoires, cette envie finalement d'en découdre aussi avec le grand monde moderne? Moi, je sens une inquiétude forte chez moi en Lot-et-Garonne, mais aussi dans beaucoup d'endroits. J'ai eu l'occasion encore hier soir, dans l'Eure-et-Loire, d'échanger avec les collectifs Stop TAFTA de la région Centre. On voit que c'est aussi un sujet qui est pris en compte politiquement. On voit de très nombreuses collectivités, nous parlions des collectivités tout à l'heure, qui ont adopté des vœux d'émotion, soit pour se dire hors TAFTA, soit pour se dire lieu de débat TAFTA. Et donc, il faut sur ce sujet que les intérêts de la France et un certain nombre de valeurs françaises et européennes aussi soient prises en compte
comptes. C'est ce que nous faisons dans ces négociations. Et encore une fois, j'ai dit clairement en septembre, et je le confirme, si les choses ne bougent pas, si l'état d'esprit ne change pas, l'arrêt pur et simple des négociations sera envisagé. Merci beaucoup d'être intervenu à notre micro. On se retrouve tout à l'heure avec de nombreux invités encore. Oui, notamment Gérard Larcher, je crois, Michael. Gérard Larcher qui vient bien sûr réagir à ce report de cette réforme de la dotation globale de fonctionnement. On se souvient que le président du Sénat a mené l'offensive contre cette réforme en envoyant notamment le week-end dernier un courrier aux 36 maires de France. On continue notre multiplex politique et parlementaire et on va rejoindre tout de suite dans l'hémicycle du Sénat qui commence à se remplir avant les questions d'actualité au gouvernement. Tam Tranui, bonjour Tam. Bonjour. Alors quels thèmes vont aborder cet après-midi les sénateurs? Eh bien, on a eu les thèmes de ces questions d'actualité relativement tard, preuve que les sénateurs ont modifié leurs questions jusqu'au bout, notamment après l'annonce ce matin du report de la réforme de la dotation globale de fonctionnement, report de janvier 2016 à janvier 2017. C'est une annonce que Manuel Valls a faite devant les députés socialistes ce matin. Et il y aura tout à l'heure une question du sénateur Alain Marc sur ce sujet. C'est normalement la ministre de la décentralisation, Maryse Lebranchu, qui devrait répondre. Autre thème important attendu, eh bien, la réponse de Manuel Valls à la question de François Patriat sur ces retraités modestes qui restent exonérés d'impôts locaux l'année prochaine. Un recul de l'exécutif obtenu après le lobbying des parlementaires socialistes qui alertaient sur la situation difficile de certains retraités et que la droite taxe volontiers d'amateurisme. Enfin, autre thème important, le diesel avec la question de Leïla Aïchi, sénatrice écologiste et qui a été rapporteure de la commission d'enquête sur la pollution de l'air, cela dans le contexte que l'on connaît, alors que la fraude de Volkswagen sur les moteurs diesel serait plus importante qu'on ne l'imagine et serait aussi sur les modèles haut de gamme, et alors que pendant tout le week-end, Paris a été frappé par un épisode de pollution aux particules fines. Merci beaucoup Tam. Donc on voit des thèmes très variés. Une petite question Tam, puisque vous êtes dans l'hémicycle depuis 15 heures tout à l'heure. Je sais que vous avez suivi le début de la discussion autour des deux projets de loi consacrés à la justice, deux textes portés par la garde des Sceaux qui arrivent en première lecture au Sénat. Quelle est l'ambiance autour de ces réformes qui sont quand même importantes sur la justice, mais qui sont un peu loin de la grande réforme judiciaire attendue? Ben, vous l'avez dit, Perrine, c'est un petit peu la montagne qui accouche d'une souris. Alors, c'est assez particulier. Depuis cet après-midi, il y a une discussion générale sur donc deux textes différents. L'un sur la justice du XXIe siècle, le second sur l'indépendance et l'impartialité des magistrats. Ce dernier texte porte sur le recrutement, le statut, la déontologie des magistrats et également le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a de nombreuses dispositions techniques, par exemple sur le mode de nomination des juges des libertés de la détention ou encore le mode de nomination des procureurs généraux. D'ailleurs, en commission, le Sénat a agi là-dessus, a renforcé les dispositions, notamment sur la déontologie des magistrats avec, par exemple, une déclaration d'intérêt obligatoire pour tous les magistrats, une déclaration de patrimoine également pour tous les chefs de juridiction. Mais je vous le disais, ce sont des textes qui sont plutôt à minima, notamment par rapport à la réforme d'ampleur attendue du Conseil supérieur de la magistrature et sur l'indépendance du parquet. Merci beaucoup Tam. On reviendra bien sûr sur ces textes consacrés à la justice et défendus par la garde des Sceaux à partir d'aujourd'hui au Sénat tout à l'heure, notamment dans notre débat de 18h. Direction à nouveau la salle des conférences, juste à côté de l'entrée de l'hémicycle du Sénat maintenant. On retrouve à nouveau Michael Zamès. Michael Zamès, vous êtes avec André Vallini qui va bien sûr réagir à ce report de la réforme de la DGF. Absolument, ce report de la DGF, cette dotation globale de fonctionnement, vous y voyez quel signe? Un signe politique ou simplement un signe d'apaisement envers les maires? La réforme de la DGF, elle va être actée dans la loi de finances pour 2016. Les parlementaires, nous l'espérons en tout cas, vont voter la réforme de la DGF. Il faut réformer la DGF, la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire la ressource principale des communes sous forme de dotation que leur attribue l'État. Il faut la réformer, cette DGF, parce qu'elle est devenue totalement illisible, très compliquée et surtout très injuste. Elle aggrave les inégalités entre les communes riches et les communes pauvres. Donc nous allons voter le principe de la réforme. Pour ce qui est de son application, nous la décalons en 2017. Pourquoi? Parce que la loi NOTRe, la fameuse loi nouvelle organisation territoriale de la République, la réforme territoriale, oblige à modifier les périmètres des intercommunalités. Nous sommes en train d'agrandir, les préfets sont en train d'agrandir avec les élus, les périmètres des communautés de communes. Donc il aurait été préjudiciable
pour la clarté de la réforme, de mettre en œuvre une réforme sur des périmètres qui vont bouger en 2016. Les nouvelles intercommunalités vont être redessinées d'ici le 31 mars 2016. Donc une fois que les périmètres des nouvelles intercommunalités seront connus, la réforme s'appliquera, c'est-à-dire en 2017. Ce n'est pas nouveau ce que vous avez pu examiner, tous ces problèmes-là. Il a fallu quand même que ce soit Gérard Larcher ou d'autres maires qui montent au créneau pour que vous vous rendiez compte finalement qu'il y avait un problème? Non, nous savions bien que les périmètres des intercommunalités allaient être modifiés puisque c'est dans la loi NOTRe et que cette loi entre en application, qu'elle est en application, que sur chaque territoire, dans chaque département, les préfets et les commissions départementales de coopération intercommunale sont en train de redessiner la carte des intercommunalités. On aurait pu mettre en œuvre la réforme dès 2016. Ça nous aurait obligés à la revoir un an plus tard. Donc ça aurait été beaucoup d'énergie dépensée dès cette année pour mettre en œuvre la réforme, pour la remettre sur le métier l'année prochaine en fonction des nouveaux périmètres. Donc le principal est acquis, nous votons la réforme. Elle entre dans la loi. L'acte majeur, qui est le vote de la loi de finances, aura lieu dans quelques semaines et cette loi de finances 2016 intégrera la réforme de la DGF. Pour ce qui est de l'application effective et chiffrée, ce sera en 2017. Merci beaucoup André Valine d'avoir témoigné en direct. Vous voyez Gérard Larcher qui arrive, qui va venir à notre micro. On va essayer d'aller le rejoindre. Monsieur Larcher, Monsieur le Président, si vous pouvez nous dire un petit mot en direct, s'il vous plaît. Monsieur le Président, juste quelques mots. Merci de répondre en direct à nos questions. Cette réforme de la dotation globale de fonctionnement a été reportée. C'est l'annonce du Premier ministre aujourd'hui. Vous étiez monté beaucoup au créneau sur cette réforme. Est-ce que c'est selon vous une victoire pour vous? Je sais pas, c'est d'abord une victoire pour les communes. Et c'est ça qui compte. Victoire pas contre, mais tout simplement victoire de la raison. En effet, nous connaîtrons la nouvelle organisation intercommunale qu'a mis 2016. Et voilà qu'on réformait une dotation avec notamment une composante intercommunale forte sans connaître le périmètre d'intercommunalité. Alors, il est clair que nous souhaitons qu'il y ait un texte spécifique, qu'on en débatte, qu'on en discute, qu'il y ait, j'allais dire, les études d'impact nécessaires, enfin qu'on travaille sérieusement sur ce sujet très sérieux pour les collectivités territoriales. Vous voulez quoi, une loi spécifique? Bien sûr, c'est ce que j'ai écrit au maire de France, c'est ce que j'avais demandé au Premier ministre, c'est tout simplement le bon sens. Est-ce que c'est un signe d'apaisement au vu des élections régionales et peut-être même du congrès des maires de France qui arrive très vite? Je ne sais pas si c'est un signe d'apaisement, en tous les cas ça peut un peu apaiser les choses à la condition qu'on ne soit pas simplement dans le report. Et je dis au Premier ministre, un petit effort supplémentaire. Il faut remettre les choses sur le métier complètement. Merci beaucoup d'avoir témoigné en direct. La séance va bientôt commencer. On va demander également peut-être à François Baroin s'il veut bien de nous dire quelques mots sur cette DGF. Là aussi, vous aviez combattu sur cette réforme. Elle est reportée, c'est ce qu'a dit le Premier ministre aujourd'hui. Là, je vais poser la même question à Gérard Larcher, sentiment de victoire? Écoutez, on ne parle pas de victoire ou de défaite. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce que nous souhaitons, c'est que notre message soit entendu et que le gouvernement ouvre les yeux sur la dégradation et l'accélération de la dégradation de la situation des collectivités locales au sens large et du bloc communal, c'est-à-dire des communes et des intercommunalités. C'était le sens, bien sûr, de notre journée du 19 septembre, qui était une journée inédite. Il ne s'est jamais produit dans l'histoire de France d'avoir tous les maires, quelle que soit la taille de commune, à l'unisson sur le même message. Ce que vous nous demandez, vous, l'État, c'est trop et trop vite. Et il y avait en plus cette question d'une réforme profonde de la DGF qui était insensée entre nous, puisqu'on discute des schémas départementaux de coopération intercommunale, c'est-à-dire d'un périmètre, et on nous proposait une réforme pour laquelle nous n'avions même pas les calculs, et même pas les calculs à N+2. Donc c'était intenable. Le Premier ministre a entendu ce message, relayé aussi par des parlementaires de la majorité, on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, nous demandons le maintien d'un texte en tant que tel dans quelques mois après la fixation définitive de l'organisation territoriale. Vous savez ce qu'on dit à 2017, on a le temps de voir encore. Est-ce que vous pensez que cette réforme elle aura lieu ou elle est définitivement enterrée? On n'est pas, en tout cas, du côté des maires de France, hostile au principe d'une réforme. Simplement, elle ne peut pas se faire à l'aveuglette, elle ne peut pas se faire sous le manteau, elle ne peut pas se faire non plus sous le tapis. Je rappelle qu'il a fallu aller sur pièce et sur place pour demander les simulations des communes. Donc Bercy n'a pas joué le jeu. Il y avait un sentiment quand même
de politique obscure par rapport à des calculs qui concernent directement la vie des gens. Parce que quand les maires montent au créneau, ce n'est pas les maires, c'est les administrés, ce sont les usagers des services publics, ce sont les contribuables qui payent des impôts locaux et qui vont payer une facture, malheureusement, avec une impopularité fiscale que les élus locaux se refusent de porter. Est-ce qu'elle sera enterrée? Je n'en sais rien. Est-ce qu'elle peut être reportée avec une dernière année utile en 2016? Je pense que c'est possible. À quel calendrier? Les schémas départementaux, c'est-à-dire les intercommunalités, seront fixés dans le cadre des grandes régions, à mon avis, à la fin du premier trimestre. Il y a une fenêtre de tir entre mars et fin juin pour obtenir un texte de qualité. Congrès des maires apaisé maintenant. Alors ça, je ne le crois pas, parce que la DGF était en quelque sorte la cerise sur le gâteau, d'un gâteau qui, au fond, est à la fois trop sucré et trop salé, c'est-à-dire tout simplement immangeable. Pour les maires, ce que nous revendiquons, c'est un cri d'alarme. Et ce cri d'alarme, il est toujours présent et il est toujours là, parce que ce qui est demandé d'ici 2017, c'est trop et trop vite. Il y aura soit de l'impôt, ce que les élus ne veulent pas, soit des services publics en moins, soit une dégradation de l'investissement public, c'est-à-dire un impact sur la croissance. Et ce message-là, il est permanent pour le Congrès. Merci beaucoup François Baroin, merci d'avoir témoigné en direct. À tout à l'heure Perrine. Oui, merci Mickaël pour successivement ces réactions d'André Valigny, de Gérard Larcher et de François Baroin. Direction maintenant l'hémicycle du Sénat, puisque les questions d'actualité au gouvernement commencent. On se retrouve ici en direct à 17h30 avec d'autres réactions. Du tout pour les riches de Nicolas Sarkozy. Deux exemples marquent les esprits. En 2008, Nicolas Sarkozy a supprimé la demi-part dite des veuves. Cette mesure visait-elle les riches nantis? Non. Ce sont les retraités disposant de 10 500 à 13 500 euros de revenus annuels qui sont, vous le savez, aujourd'hui redevables de l'impôt sur le revenu. Cette mesure a fait rentrer cette année 250 000 personnes dans l'impôt local avec nombre d'augmentations collatérales. Monsieur le ministre, vous venez de reporter l'application de cette disposition en invitant ces derniers à ne pas payer l'impôt, ce qui est d'ailleurs une posture inédite. Vous n'envisagez rien pour les 650 000 qui ont constaté une augmentation de l'impôt local qu'ils paient, vous le savez déjà. Monsieur le ministre, ce qu'il faut, ce n'est pas reculer pour mieux sauter. Vous ne découvrez pas cette question de la demi-part. Cela fait 7 ans que chaque année des amendements portent sur ce point. Aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Il faut rétablir cette demi-part. Deuxième point qui montre, ce sont les plus modestes qui sont dans le viseur de Bercy, l'allocation pour adultes handicapés. Un article de la loi de finances oblige à dégrever les intérêts des comptes épargne des sommes versées aux adultes bénéficiaires de cette allocation. C'est scandaleux. Votre gouvernement entend la grappiller de l'argent placé par des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Monsieur le ministre, allez-vous maintenir cet article d'injustice fiscale? Vos électeurs en 2012 attendaient une mise à contribution fiscale de la finance et des riches. Aujourd'hui, ils attendent encore. Et si vous le voulez, lisez demain ou aujourd'hui Le Monde de demain sur un article indiquant argent et placement, réduire les impôts sans prendre de risques. La parole est à monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État en charge du budget. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Oui, merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les sénatrices et les sénateurs, monsieur le député Thierry Faucon. Monsieur le sénateur, Thierry Faucon, l'enchaînement des questions fait qu'il peut y avoir un peu de confusion. Je m'en excuse. Mesdames, messieurs, en 2008, effectivement, la majorité précédente, vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, a supprimé la demi-part dite des veuves. Elle avait deux conséquences. Une conséquence sur l'impôt sur le revenu, vous l'avez rappelé, mais là je ne partage pas votre avis, monsieur le sénateur, puisque les récentes baisses d'impôt sur le revenu, notamment la suppression de la première tranche d'impôt à l'impôt sur le revenu, a permis de sortir de l'impôt sur le revenu celles et ceux qui étaient entrés à cause de la suppression de la demi-part dite des veuves. Par contre, vous avez raison de souligner qu'un effet collatéral de cette décision peut laisser entrer dans les impôts locaux un certain nombre de personnes retraitées modestes sur la taxe foncière comme sur la taxe d'habitation. Devant la brutalité de cette disposition, que nous ne découvrons pas puisque nous l'avons évoqué à l'Assemblée nationale, la semaine dernière avec vos collègues, le gouvernement a décidé de neutraliser cet effet avec une disposition simple,
celles et ceux qui étaient exonérés de taxes foncières en 2014 le resteront en 2015 et 2016. C'est ce qui fera l'objet de remboursements pour ceux qui auraient déjà acquitté leurs taxes foncières. Et évidemment que nous allons conseiller à celles et ceux qui auraient reçu un avis d'imposition de ne pas s'en acquitter lorsqu'ils sont concernés. Je conclus, Monsieur le Président. Nous avons ainsi neutralisé les effets d'une décision qui avait été prise par nos prédécesseurs dans un esprit de justice. Merci. La parole est à François Patriat pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, ma question rejoint la question précédente, en ce sens que le gouvernement a décidé, dans son futur budget, de baisser la fiscalité pour les entreprises, mais aussi pour les ménages. Cet effort mérite d'être souligné, d'abord par l'importance qu'il revêt en termes budgétaires, mais aussi pour la clarifier auprès des contribuables la méthode de mise en œuvre. Dans le budget 2016, déjà une partie des impôts était rendue aux contribuables et dans le même temps, ce budget amènera le budget de la France à moins de 3,3% de déficit comme engagement tenu. La dépense publique sera inférieure à 56%. Mais dans le même temps, le gouvernement a aussi décidé d'aider fiscalement 8 millions de foyers fiscaux avec une aide supplémentaire de 2,1 milliards d'exonération fiscale. Mais se pose le problème des retraités modestes qui ont vu leur entrée dans la fiscalité et qui risquent aujourd'hui de payer des impôts locaux alors qu'ils en étaient exonérés. Cela est dû, mes chers collègues, à la disparition de la demi-part qui était attribuée avant aux veufs ou aux parents isolés et qui se retrouvent aujourd'hui, qui avaient élevé un enfant et qui se retrouvent soumis à une imposition de 500 à 1 000 euros. Cette mesure aujourd'hui est pénalisante, ils s'en émeuvent évidemment, mais le gouvernement a entendu à la fois la demande des contribuables, la demande des parlementaires et il a décidé d'y répondre favorablement. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Ministre, je vous demande comment le gouvernement entend-il aujourd'hui effacer l'effet un peu brutal et parfois discriminant pour cette taxe qui doit demain être effacée, comme vient d'expliquer Monsieur le Ministre à l'instant. Je vous remercie. Merci. Monsieur Christian Eckert, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Patriat. Concrètement, très concrètement, comment les contribuables pourront-ils percevoir le bénéfice des mesures que le Premier ministre et moi-même avons annoncées ces derniers jours? À partir de la semaine prochaine, les contribuables concernés pourront saisir leurs services fiscaux par courrier, par téléphone, par courriel ou en se déplaçant pour pouvoir signaler leur situation et apporter les éléments nécessaires à ce qu'un dégrèvement soit prononcé immédiatement et un remboursement se produise dans les 2 à 3 semaines qui suivent. Parallèlement, pour celles et ceux qui ne se seraient pas manifestés mais qui auraient pu bénéficier de la mesure, dans un délai un peu plus long, les services fiscaux vont balayer l'ensemble des déclarations de façon à ce que tous ceux qui auraient droit à ce remboursement puissent en bénéficier. Voilà, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, les instructions que nous avons très clairement données à nos services, avec bien entendu la plus grande attention pour les cas les plus difficiles. Et nous prendrons, j'ai bien entendu tout à l'heure l'appel de votre collègue à trouver des solutions durables, nous prendrons dans les textes en cours d'examen et en navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat les dispositions nécessaires pour ajuster le niveau du revenu fiscal de référence qui déclenche les exonérations ou les réductions d'impôts de façon à retrouver une situation comparable à la funeste décision qui a conduit à cette situation. Réactivité, oui, Mesdames et Messieurs les députés, mais retour à la justice. Monsieur Patriat, vous ne désirez pas répliquer, si ce n'est à Madame Carry? Non. Bien, nous passons la parole à notre collègue Jean-Jacques Lasserre pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Union centriste, vous avez la parole.
Madame la ministre, je me permets d'attirer votre attention sur la situation de nombreuses collectivités territoriales qui abritent des concessions hydroélectriques. Ces collectivités sont actuellement, et pour certaines depuis plusieurs années, dans l'attente d'une décision de prorogation ou de renouvellement, mais de prorogation en ce qui nous concerne, de leurs concessions hydroélectriques. Nous avons l'exemple dans notre département, les Pyrénées-Atlantiques, de la vallée d'Ossau, et nous ne sommes pas les seuls, de communes dépendantes d'une concession hydroélectrique locale, et je pense notamment à une commune, la commune de La Réance. Cette attente devient franchement interminable, cette attente de prorogation, et ceci entraîne des pertes de ressources considérables qui finissent par créer des situations franchement très préoccupantes, notamment en termes de développement local. Une stabilité des exploitants est en effet une des conditions essentielles à la construction du développement local, sur les emplois bien sûr, les bassins de vie. Il y a urgence, Madame la Ministre. J'appelle de mes vœux, au nom de toutes ces communes rurales qui sont dans l'attente et l'inquiétude, pour une fois qu'elles peuvent tirer avantage de leur situation. Nous sommes dans l'attente de la prorogation de cette concession, de la vallée d'Ossau en l'occurrence, bien entendu pour gagner du temps, pour les ressources financières et pour consolider des relations partenariales historiques. Madame la Ministre, vous êtes à l'origine de la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte, dans laquelle le renouvellement des concessions ou le prolongement hydroélectrique s'inscrit pleinement. Je vous demande très précisément de nous formuler le plus rapidement possible votre décision. Merci pour vous répondre. La parole est à Madame Clotilde Walter, secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous m'interrogez sur les concessions hydroélectriques. Ce sujet a été longuement débattu dans le cadre de la loi de transition énergétique. Et la Commission européenne demande aujourd'hui et souhaite s'assurer que le système français est conforme au traité. C'est une question ancienne qui a été longuement débattue dans le cadre du débat sur la loi de transition énergétique et qui a permis d'apporter des réponses concrètes pour concilier les enjeux de concurrence soulevés par la Commission européenne avec l'objectif de mieux valoriser la production d'énergie renouvelable dans le respect de l'environnement et en préservant un bon équilibre entre les différents usages de l'eau et en contribuant au développement territorial. Les nouvelles dispositions de la loi permettent de regrouper les concessions par vallée pour assurer une gestion cohérente de l'eau, d'assurer un contrôle public de l'exploitation des concessions grâce à des sociétés d'économie mixte qui associent industriels, collectivités et l'État, de sélectionner les meilleurs projets énergétiques et environnementaux, de créer des comités de gestion de l'usage de l'eau pour concilier les enjeux et suivre la mise en œuvre des contrats de concession. Comme vous le soulignez, la loi ouvre ainsi la possibilité de prolonger certaines concessions en contrepartie d'investissements. Cette possibilité est encadrée par le droit français et par la récente directive en cours de transposition. Au travers de ces réformes, Ségolène Royal entend favoriser l'investissement et le développement de l'hydroélectricité, première source d'électricité renouvelable en France. Cette réforme est une opportunité pour préserver et mieux valoriser le patrimoine hydroélectrique français, patrimoine naturel, industriel, humain, qui joue un rôle déterminant dans la réussite de la transition énergétique française et dans le développement économique local. Il faut conclure. J'ai terminé, Monsieur le Président. Merci. Jean-Jacques Lasserre, pour 30 secondes. Non mais Madame la secrétaire d'État, vous nous récitez très consciencieusement et très exactement les termes de la loi que nous connaissons. Alors comprenez notre insatisfaction. La loi, nous la connaissons, nous en avons abondamment débattu. Je vous dis qu'il y a urgence pour que précisément cette loi s'applique. Et je répète pour une fois que les communes rurales peuvent tirer avantage de leur situation. Ne vous en privez pas. Donc nous sommes dans l'attente de votre réponse. Madame Ségolène Royal, je pense, s'est engagée à nous répondre très rapidement. Votre réponse est éminemment sympathique et générique. Elle est, à mes yeux, totalement insuffisante. Merci. La parole est à notre collègue Alain Marc pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je souhaite, une fois n'est pas coutume, Monsieur le Premier ministre, vous féliciter d'avoir entendu le président du Sénat et notre groupe qui, ces derniers jours, ont attiré votre attention sur le caractère illisible et sur les conséquences inconnues de la réforme de la DGF que votre gouvernement souhaite proposer. À la baisse brutale des dotations des collectivités, vous souhaitez y ajouter à coût constant une réforme de la DGF sans être en mesure de fournir des simulations exploitables.
Une réforme de cette ampleur ne peut pas passer en douce. Ses conséquences doivent être claires et expliquées. Aujourd'hui, bien que vous ayez reporté l'application de cette réforme, vous souhaitez que ces grands principes soient arrêtés dès le projet de loi des finances 2016. Alors, de deux choses l'une, ou il y a des incertitudes sur les conséquences de ce texte, et je vois mal comment les parlementaires pourraient se prononcer en connaissance de cause, ou vous estimez qu'il n'y en a pas, et je vois mal le sens de votre report. Votre position, Monsieur le Premier ministre, ne répond à aucune logique. La réforme de la DGF est un sujet suffisamment important pour faire l'objet d'une loi autonome. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de tirer toutes les conséquences de l'incapacité du gouvernement à fournir des simulations fiables à reprendre entièrement le processus de réforme et à organiser un grand et vrai débat sur ce sujet autrement que dans l'urgence. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, le gouvernement a engagé une réforme de la dotation globale de fonctionnement des communes et des intercommunalités, vous le savez, vous le rappeliez, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016. La mission conduite par Christine Pires-Beaune et par votre très regretté collègue Jean Germain a établi un diagnostic qu'au moins nous pourrions partager, issu d'une large concertation avec les élus et depuis longtemps et l'ensemble des associations d'élus, qui conclut à ce que la DGF est profondément injuste. Et je veux de nouveau saluer la qualité de ce travail qui a permis d'engager la discussion sur des bases solides, travail que Maryse Lebranchu, André Valigny ou Christian Eckert ont poursuivi. La DGF est donc injuste et inéquitable, et elle est par ailleurs illisible. La réforme que nous souhaitons et que beaucoup d'élus sur tous les bancs souhaitent répond, me semble-t-il, à trois objectifs. D'abord, une meilleure lisibilité de la DGF, avec une architecture qui soit plus claire, une dotation de base égale pour chaque commune et des dotations complémentaires pour tenir compte des charges de ruralité ou des charges de centralité. Et puis nous avons deux autres objectifs de justice, appelons-la territoriale, réduire les écarts de dotation injustifiés et accentuer les effets de la péréquation. Cet objectif, je crois là aussi, tout le monde les partage. Alors une réforme est nécessaire pour rétablir de l'équité et de la justice dans l'attribution des ressources des collectivités qui font un effort et qui participent par ailleurs à l'effort de lutte contre les déficits publics. Mais parce que cette réforme est importante, parce qu'elle doit s'inscrire dans la durée, parce que nous voulons faire différemment de ceux qui ont fait la réforme sur la taxe professionnelle, sans simulation, rapidement et imposée, nous voulons prendre le temps nécessaire. Et j'ai entendu les arguments, à la fois des parlementaires de la majorité comme de l'opposition, et de l'ensemble des grandes associations d'élus. C'est pourquoi nous avons décidé que nous devrions voter les principes pour marquer la volonté de nous inscrire dans cette réforme, de la mettre en œuvre au 1er janvier 2017. Pourquoi ? Parce qu'il y a un argument qui devrait s'imposer à chacun. Bien sûr, il y a encore un travail de simulation à faire, même si je dois dire que la DGCL, Bercy, les cabinets des ministres que j'ai cités il y a un instant ont fait un effort considérable et permettent d'avoir des éléments déjà de très grande qualité pour pouvoir travailler. Mais il faut continuer à travailler, notamment dans la durée par rapport au budget pluriannuel. Mais il y a un autre élément qui m'a été rappelé par de nombreux présidents d'associations, d'intercommunalités ou d'élus. C'est que la carte intercommunale sera achevée le 31 mars 2016. Et c'est sûr, c'est pour ces raisons, mais je vais dans le sens de ce que beaucoup d'élus attendaient, c'est pour cette raison qu'au mois d'avril, sur la base de cette nouvelle carte intercommunale, la précision nécessaire qui aura été requise d'ici là, nous pourrons à ce moment-là boucler cette réforme de la DGF et l'inscrire pleinement dans la loi de finances 2017. Ce que nous souhaitons, c'est que la réforme maintenant soit engagée, qu'elle s'inscrive dans la durée, qu'elle puisse se faire sur des bases de très grande transparence. Nous réformons nos territoires,
nous réformons la fiscalité locale, les dotations aux collectivités territoriales. Il y aura une majorité de gagnants. Il peut y avoir, je n'aime pas beaucoup ce mot, de perdants. Non, il y a plus de gagnants que de perdants. Et c'est une manière. Mais ne polémiquez pas de manière absurde. N'utilisons pas ce sujet-là à des fins politiques, alors que je suis en train de vous dire que je suis dans l'écoute et que nous sommes en train de travailler à une réforme durable et que nous faisons exactement le contraire de ce que vous avez fait pour ce qui concerne la taxe professionnelle. Veuillez l'entendre une nouvelle fois. Donc, une réforme juste souffrant et une réforme équitable, une réforme qui s'inscrit dans la durée et une réforme lisible pour l'ensemble des élus locaux. Vous devriez être d'accord et applaudir deux fois. Monsieur le Premier ministre, merci. Monsieur Lamarque pour 40 secondes. Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas sans savoir que les collectivités locales portent 70% de l'investissement public. Or, aujourd'hui, avec la baisse des dotations de l'État, avec des réformes comme celle des rythmes scolaires, cette capacité d'investissement s'amenuise. Or, avec une nouvelle DGF, celle-ci doit être partagée par tous les parlementaires et élaborée par eux. Donc elle doit faire l'objet, à mon avis et de l'avis du président du Sénat, d'une loi spécifique. C'est ce à quoi je vous engage pour les semaines et les mois à venir. Merci mon cher collègue. Monsieur le Premier ministre, très court, hein. J'équilibre les règles du jeu, monsieur le Premier ministre. Je les respecte. Je n'ai pas encore, Monsieur le Président, envoyé, mais je vais le faire bientôt, un courrier à l'ensemble des maires de France. Un mot, Monsieur le Sénateur. Un mot sur les dotations, Monsieur le Sénateur. Mettez-vous d'accord avec vos amis quand on demande de réduire les déficits publics de 100 à 150 milliards supplémentaires. Il faut dire qui ça concernera et vous le savez, ça concernera aussi les collectivités. Merci. La parole est à notre collègue François Fortassin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie et concerne un sujet que suit attentivement le groupe RDSE depuis des années. Madame la ministre, vous êtes actuellement en Chine en déplacement avec le Président de la République. Peut-être que vos amis chinois vous parleront-ils de l'hydrogène. Peut-être vous diront-ils qu'ils sont, comme nos amis japonais, très intéressés par le savoir-faire français en la matière, une filière dans laquelle notre recherche excelle, mais dont les travaux profitent à d'autres. En effet, le géant français de la chimie Air Liquide est mobilisé aux côtés de l'industrie automobile japonaise pour développer la voiture à l'hydrogène, laquelle dispose de nombreux atouts puisqu'elle a une autonomie de 650 km et peut être chargée seulement en 3 minutes. Les grands constructeurs automobiles japonais, encouragés et fortement soutenus par l'État nippon, qui a défini une stratégie nationale de l'hydrogène, présentent ces jours-ci de nouveaux modèles à pile combustible, modèles propres qui ne rejettent que de l'eau. À l'heure de la COP 21 et de la lutte contre le réchauffement climatique, et alors que la France est en pointe dans la maîtrise technique de cette énergie propre, il est pour le moins étrange que nous n'encouragions pas les constructeurs automobiles français à s'orienter vers la voiture à pile combustible plutôt que de poursuivre la recherche sur les seuls modèles électriques. Y a-t-il une raison à cela? Madame la ministre, qu'attend la France pour faire de l'hydrogène une priorité nationale? Pourquoi ne pas définir, nous aussi, une stratégie nationale et inciter nos constructeurs automobiles à prendre cette voie? Alors que la fin de la motorisation à explosion approche, ne risque-t-on pas de rater le virage de l'hydrogène? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de la recherche et de l'enseignement supérieur. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous avez d'abord raison d'insister, chacun doit en être convaincu, sur le potentiel énergétique de l'hydrogène qui, comme chacun le sait ici, peut être converti en chaleur, en électricité, en force motrice pour des véhicules sans émettre de polluants et en garantissant la neutralité en matière d'effet de serre. Je vois que vous êtes convaincus de cela depuis belle lurette. Il y a une stratégie nationale de développement de l'hydrogène. Elle est née dans la loi de transition énergétique que vous avez votée, l'article 121,
prévoit un certain nombre de dispositions que le gouvernement doit prendre, et notamment doit remettre un plan de développement de ces énergies au Parlement. Ce plan comprend la mise en œuvre d'un modèle économique du stockage par hydrogène de l'électricité, comprend la mise en œuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir les innovations technologiques. Le développement, c'est une des conditions de réussite de l'usage de cette énergie d'une infrastructure de stations de distribution à hydrogène réparties sur l'ensemble du territoire. L'adaptation des règlements pour permettre le développement de ces nouvelles applications. Bref, la France, qui a de nombreux atouts industriels, est prête à démultiplier ses efforts dans ce domaine. D'ailleurs, la région Rhône-Alpes a lancé, comme vous le savez, un grand démonstrateur national de mobilité, le projet Highway. De même, le programme des investissements d'avenir, le PIA, soutient les projets de démonstrateurs industriels des technologies de conversion et de stockage de l'énergie. Reste, et c'est ce que vous soulignez à raison dans votre question, reste la mobilisation des industriels qui est en deçà des efforts faits par la puissance publique. C'est désormais vers cette mobilisation que tous nos efforts doivent être encouragés, d'autant plus qu'un certain nombre de groupes français montrent à l'étranger qu'ils en ont les compétences. Nous allons, avec notre collègue Emmanuel Macron, trouver les moyens en France pour les arrimer plus fortement à l'émergence de cette technologie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est de notre collègue Leïla Aïchi pour le groupe écologiste. Vous avez la parole pour 2 minutes maximum. Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur la pollution de l'air. Un coût annuel de 101,3 milliards d'euros pour la France, 42 à 50 000 morts prématurées par an, des centaines de milliers de personnes atteintes de maladies cardiovasculaires et de cancers, 100 000 emplois perdus en 10 ans dans l'industrie automobile, et aujourd'hui s'ajoute à cela la fraude. Pas un jour ne passe, et j'en veux pour preuve l'actualité de ce matin, sans que de nouvelles révélations ne viennent confirmer, amplifier et aggraver le scandale Volkswagen. Comment un constructeur automobile a-t-il bien pu, au-delà de la concurrence déloyale, financer une technologie frauduleuse, nocive pour la santé, au lieu d'investir dans des technologies propres? Cela dépasse l'entendement, c'est tout simplement stupéfiant. Plus grave encore, nous avons récemment appris que la Commission européenne avait été alertée dès 2013 sur les pratiques de Volkswagen. Or, rien n'a été entrepris pour démasquer la supercherie du groupe. Et c'est ce silence qui nous a menés en septembre dernier à découvrir que près de 11 millions de véhicules dans le monde étaient équipés de logiciels tricheurs. Alors, Monsieur le Premier ministre, les 2 questions sont simples. Est-ce que directement ou indirectement, le gouvernement ou l'État français était au courant des agissements de Volkswagen ou d'autres constructeurs? En outre, dans la révision des seuils d'abaissement de l'oxyde d'azote, c'est le Conseil européen qui a pris la décision. Quelle a été la position de la France? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Clotilde Walter. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, la fraude reconnue par le groupe Volkswagen a éveillé de vives inquiétudes, vous l'avez dit. Plusieurs études ont montré qu'il existe des écarts entre les émissions d'oxyde d'azote testées sur banc d'essai des laboratoires d'homologation des véhicules et celles menées en situation réelle de conduite. Ces écarts sont justifiés dans une certaine mesure par les conditions de conduite, l'hygrométrie, la température ambiante, la qualité des routes. Mais les écarts constatés par le laboratoire américain qui a révélé la fraude sont sans commune mesure. C'est pourquoi l'affaire a été signalée aux autorités américaines. En Europe, aucune action de surveillance n'avait permis de déceler cette fraude et les autorités n'avaient donc pas été informées. Une enquête de la DGCCRF a été diligentée auprès du groupe Volkswagen et la ministre de l'écologie a lancé une démarche de contrôle aléatoire sur 100 véhicules. Ces contrôles sont en cours, sous la supervision d'une commission indépendante associant notamment des parlementaires. Pour améliorer le processus d'homologation et éviter un nouveau scandale, il convient désormais de soumettre tous les véhicules à des contrôles d'émissions en situation réelle de conduite, avant toute autorisation de mise sur le marché européen. Le comité technique des véhicules à moteur de la Commission s'est réuni le 28 octobre dernier. Les discussions ont conduit à l'adoption d'un projet qui a suscité une forte incompréhension. C'est pourquoi la France a demandé à ce que cette question soit de nouveau évoquée par les ministres lors du Conseil du 9 novembre prochain. Il conviendra de tenir compte des investigations en cours dans les différents États membres
pour que les évolutions de la réglementation soient ambitieuses et constituent le réel progrès attendu par les Français et les consommateurs européens. Merci, Madame Haïchi. Non. Yves Rome, pour le groupe socialiste et républicain, vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie. Depuis 2012, le gouvernement s'est largement mobilisé pour que notre pays devienne le champion européen du numérique, tout en veillant à ce qu'aucun territoire ne soit oublié. Cette mobilisation passe par le plan France Très Haut Débit, avec un investissement de plus de 20 milliards d'euros. Il marque l'engagement de l'État aux côtés des collectivités territoriales et des opérateurs privés pour couvrir 80% du territoire en fibre optique d'ici 2022. 78 projets ont déjà été déposés par les collectivités territoriales, correspondant à la couverture de 89 départements. En matière de téléphonie mobile, saluons l'accord passé avec les 4 opérateurs qui s'engagent à couvrir l'ensemble du territoire en 2016 et un Internet mobile d'ici 2017. Le projet de loi pour la croissance et l'activité comporte des mesures pratiques pour réduire les coûts et les contraintes sur le déploiement des réseaux fibrés et clarifier les conditions d'accès au réseau des collectivités, comme par exemple l'obligation d'équiper en fibre les constructions neuves. Cependant, certaines évolutions récentes ont pu faire craindre un retard sur les engagements des opérateurs en matière d'investissement. Le rachat de SFR par Numéricable, la répartition des zones conventionnées, le lancement des enchères pour la bande des 700 MHz. D'où l'intérêt de maintenir une pression constante sur les opérateurs et je voudrais saluer le suivi rigoureux que vous assurez en la matière. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous rassurer sur l'engagement des opérateurs privés en termes de déploiement des infrastructures et nous préciser les modalités d'accompagnement des collectivités pour le financement de leur réseau d'initiative publique? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Martine Paville, secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Yves Rome. Sur ce sujet que vous connaissez bien, l'État s'est engagé à ce que les 2 volets du plan France Très Haut Débit, l'investissement privé et l'investissement public dans les réseaux, avancent de concert. C'est une condition nécessaire pour tenir l'engagement d'apporter le très haut débit à plus de 50% de la population en 2017, vous l'avez dit, et 100% de la population et des entreprises d'ici 2022. Concernant l'investissement privé, qui doit assurer la couverture de 60% de la population, le gouvernement a pu mesurer de nouveau la semaine dernière que la concurrence entre opérateurs joue enfin à plein sur le très haut débit, ce qui les pousse à investir. Plus de 3 milliards d'euros ont été consacrés au déploiement de la fibre et le rythme des déploiements s'accélère. Pour autant, il faut que les projets d'investissement des opérateurs soient connus de l'État et des collectivités concernées. Nous avons donc dû tenir compte des effets de la fusion entre Numéricable et SFR. L'entreprise a souhaité se désengager de certaines zones où elle devait assurer le déploiement de la fibre. Le ministre de l'économie a demandé que la situation soit clarifiée. Elle l'est désormais, puisqu'Orange s'est engagé à reprendre l'ensemble des communes qui ne seront pas couvertes par SFR. Mais État, collectivités, Parlement, nous devons disposer d'engagements précis sur les investissements à venir. Pour cela, nous avons demandé aux opérateurs qu'ils concluent partout où ils doivent déployer la fibre des conventions présentant des calendriers de couverture précis et opposables. Le résultat de ce travail sera rendu public en janvier. Nous mobilisons enfin tous les moyens disponibles pour que la totalité des départements soit couverte par un projet public d'ici la fin de l'année. Merci, Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Madame Agnès Canaillet pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs mois, nous assistons au drame du camp de Calais, où plus de 6 000 migrants campent désormais aux abords de la ville. Notre collègue Natacha Bouchard, maire de Calais, se débat courageusement et tire la sonnette d'alarme régulièrement.
Aujourd'hui, l'État a décidé de répartir une partie de ces migrants dans des lieux d'hébergement dispersés sur tout le territoire français. En septembre dernier, un véritable élan de solidarité s'était manifesté suite aux images terribles de familles syriennes fuyant les combats. Lors de la réunion des élus locaux, le 12 septembre dernier, vous étiez engagé, Monsieur le ministre, à soutenir les communes volontaires pour garantir de bonnes conditions d'accueil de ces populations. À peine 6 semaines plus tard, c'est au mieux par un appel téléphonique lapidaire du préfet ou par simple voie de presse que les maires apprennent l'arrivée imminente d'un groupe de réfugiés de Calais. La mobilisation des maires a démontré qu'ils étaient prêts à coopérer, mais encore faut-il que l'État soit loyal et les informe clairement sur la situation des personnes déplacées. Monsieur le ministre, ma question sera simple. Comment comptez-vous associer véritablement les maires concernés afin de faire en sorte que tout ne se passe pas dans leur dos ? Comment, à un moment où les contraintes financières sont de plus en plus lourdes pour les communes et les dépenses induites explosent, allez-vous soutenir financièrement les communes qui accueillent les migrants? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Merci. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, pour cette question qui contribue à rétablir un certain nombre de vérités sur ce qu'est l'action du gouvernement, notamment à Calais, puisque j'ai entendu ce week-end que nous concentrions volontairement les migrants à Calais pour faire monter le Front National. Vous venez de reconnaître que nous leur demandons au contraire de quitter Calais pour les répartir sur le territoire national. Et c'est une œuvre de vérité qu'il était utile de faire face à un certain nombre d'outrances que j'ai pu entendre ce week-end et qui témoignaient d'une véritable irresponsabilité de la part de ceux qui ont tenu ces propos. Vous me posez une question précise sur 2 sujets. D'abord, est-ce que c'est sur la base du volontariat des maires que se fait cette répartition? J'ai donné des instructions extrêmement claires au préfet de région et l'ensemble des maires sont préalablement contactés par les préfets de région et c'est sur la base du volontariat que ces répartitions se font. Et je tiens d'ailleurs devant le Sénat, qui est une assemblée qui n'est pas une assemblée comme les autres, à remercier très sincèrement l'ensemble des maires qui sont loin des outrances, qui sont loin des amalgames, qui sont dans la responsabilité, qui ont conscience de ce qu'est la dimension particulière de cette crise migratoire et qui acceptent, en très étroite liaison avec l'État, d'accueillir ces migrants, l'État fournissant l'accompagnement social de manière à ce qu'ils puissent être accueillis dans les meilleures conditions. Vous m'indiquez ensuite quelle est l'aide de l'État. Je vais vous répondre de façon très précise. Dès lors que l'État assure la totalité des financements de l'accueil des demandeurs d'asile, puisque c'est lui qui finance près de 28 000 places en CADA qui seront créées pendant le quinquennat, c'est lui qui finance la mise en place de l'hébergement d'urgence. Il a décidé d'octroyer aux collectivités locales qui acceptent de mettre des logements à disposition 1 000 € par migrant accueilli. Il y a un fonds de 50 millions d'euros qui a été débloqué pour accompagner la rénovation de logements en cœur de bourg. Et nous mettons ces dispositions en place pour toutes les communes qui sont dans l'accueil républicain de ces migrants. Et je veux encore une fois leur adresser mes remerciements les plus sincères. Madame Agnès Canayer. Oui, effectivement, il y a une volonté de collaborer affichée en septembre, mais on voit qu'elle a quand même du mal à irriguer sur l'ensemble des territoires, qu'il y a un décalage quand même entre la volonté et ce que les maires vivent au quotidien, car l'accueil des migrants, c'est pas simplement des hébergements, c'est aussi les accompagner dans les actions sociales au quotidien. Le maire, qui est garant d'ordre public, se retrouve aujourd'hui quand même bien seul pour gérer au quotidien ces problèmes qui relèvent avant tout de la compétence de l'État. Merci, mes chers collègues. La parole est à notre collègue François-Noël Buffet pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mes chers collègues. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame le garde des Sceaux. Depuis quelques semaines, l'affaire dite Air Cocaïne occupe la presse et l'information. Ce week-end, le nom de l'ancien président de la République, qui est le principal opposant au gouvernement aujourd'hui, président d'une grande formation politique qui est les Républicains, son nom a été mis en pâture dans cette affaire, l'associant à cette histoire rocambolesque. Faut-il rappeler que c'est à la faveur d'une perquisition dans le cadre de cette affaire Air Cocaïne que le juge d'instruction a eu connaissance de factures établies au nom de M. Sarkozy. Saisissant ces factures, il a décidé, ce juge, d'abord géolocaliser les 2 téléphones portables de M. Sarkozy et de se faire produire les fadettes de ces appels téléphoniques
pour la période allant du mois de mars 2013 au mois de mars 2014. Force est de constater une première incongruité dans cette affaire, puisque les faits reprochés sont des faits qui datent de décembre 2012 à février 2013 pour la société perquisitionnée. Première difficulté. Deuxième difficulté, nous interrogeons sur la manière dont les choses ont été rendues publiques. Monsieur le Premier ministre vient de dire à l'Assemblée nationale que le gouvernement n'avait pas été informé par le procureur général d'Aix-en-Provence concernant la situation de M. Sarkozy. Simplement, il a été informé de ce qui s'est passé pour l'affaire Air Cocaïne. En conséquence de quoi, on en tire la conclusion que M. Sarkozy n'a rien à voir avec cette affaire, de quelque manière que ce soit. Et on voit ça dans la presse ce week-end. On ne peut pas manquer de s'interroger sur la manière opportune dans laquelle ces informations sont arrivées dans la presse. Il y a donc eu, Madame le garde des Sceaux, fuite voulue, organisée. En tous les cas, nous connaissons les circonstances dans lesquelles sont arrivées cette affaire et nous connaissons aussi les mesures dont fait l'objet M. Sarkozy régulièrement. Il faut conclure. Alors, Madame, ma question est, au vu de ces éléments, puisque M. Sarkozy n'est pas lié à cette affaire, je souhaite que vous puissiez saisir l'inspection des services judiciaires afin que soit déterminé précisément d'où proviennent ces fuites et que, parce que vous êtes la garante d'un bon système judiciaire pour tous les Français, y compris pour les anciens présidents de la République, vous puissiez mettre en œuvre cette disposition. Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole. Oui, monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Buffet. Alors, si j'ai bien compris, la question consiste simplement à me demander de diligenter une inspection par l'inspection générale des services judiciaires, parce que pour le reste, vous avez décrit ce qui semble être le cours d'une procédure. Vous semblez disposer d'éléments extrêmement précis sur cette procédure et d'apprécier ce qu'il conviendrait d'en faire. Je vous dis très clairement et très honnêtement, je ne diligenterai pas d'inspection générale des services judiciaires parce qu'il n'y a pas lieu de le faire. Et je pense que la conception que vous avez de l'institution judiciaire doit vous conduire en conscience à considérer que cette affaire ne mérite pas que l'inspection judiciaire soit mobilisée. Il est important que nous prenions des précautions avec les institutions, parce que ces institutions ont besoin d'être renforcées et consolidées. Et aujourd'hui, en particulier, où ici nous avons commencé la discussion d'un texte sur l'indépendance de la justice, sur l'impartialité des magistrats, il est important pour nous de veiller à la solidité de ces institutions. Vous parlez d'une poursuite d'un opposant, mais vous avez évoqué vous-même l'époque des faits. Dans l'époque des faits, il ne s'agissait pas du chef de l'opposition. Il s'agissait, puisque à l'époque, il me semble que votre chef d'opposition, c'était M. Jean-François Copé. Donc il s'agissait d'une procédure qui a été découverte dans le cadre d'une enquête qui était diligentée sur Air Cocaïne avec le seul point commun, la même société. Par conséquent, je vous rappelle simplement que ce gouvernement, qui veille à ne pas intervenir dans les affaires personnelles, à respecter l'indépendance de la magistrature, à conforter l'impartialité de la magistrature, continuera à agir ainsi. Et il n'y aura pas, je vous le répète, d'inspection sur cette affaire. La parole est à Madame Evelyne Yonnet pour le groupe socialiste et républicain. Allez-y. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la ministre, le logement est une priorité des Français et une mobilisation sans relâche du gouvernement. Le président de la République l'a rappelé. Construire, c'est loger, donner un confort et créer de l'attractivité et de l'emploi, et nous en avons besoin. Il a aussi annoncé un élargissement du prêt à taux zéro très prochainement. Cette dernière annonce s'inscrit pleinement en continuité du plan de relance de la construction, dont les chantiers lancés en 2014 se poursuivent et produisent leur effet. On peut notamment souligner l'action du gouvernement pour simplifier les normes, raccourcir les délais ou encore encourager l'investissement locatif privé. L'aide aux maires bâtisseurs est de son côté désormais opérationnelle. Plus de 100 millions d'euros pour les communes modestes qui font un effort important de construction.
Favoriser l'action à la propriété était donc l'une des priorités de ce plan de relance, notamment les conditions d'attribution et les modalités du prêt à taux zéro qui ont été revues en 2014 pour permettre à un plus grand nombre de ménages d'en bénéficier. D'ailleurs, les derniers chiffres concernant les ventes de logements neufs sont encourageants, avec une augmentation de 23% au deuxième trimestre 2015 par rapport à celui de 2014. S'agissant du parc ancien de logements et pour encourager l'accession et la rénovation des zones rurales, le prêt à taux zéro a été ouvert depuis le 1er janvier 2015 à 6 000 centres-bourgs. Aussi, le projet de loi de finances pour 2016 poursuit cette dynamique engagée en proposant d'étendre le prêt à taux zéro. D'ailleurs, le président de la République l'a annoncé en fin de semaine dernière. Il souhaite intensifier encore les efforts de l'État en faveur de la construction de logements. Madame la ministre, pouvez-vous préciser les modalités de cette réforme du prêt à taux zéro annoncée par le président de la République? Je vous remercie. Et pour vous répondre, la parole est à la ministre du Logement. Madame Sylvia Pinel, vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous avez raison de souligner que les premiers effets du plan de relance que nous avons présenté l'année dernière commencent à porter leurs fruits. Vous avez d'ailleurs très justement rappelé les principales mesures de ce plan de relance et les chiffres de la construction publiés la semaine dernière montrent qu'en effet, les réservations de logements sont en augmentation dans le neuf. Cela commence à se traduire sur les chiffres des permis de construire et sur les mises en chantier. Mais vous avez également rappelé que l'accession à la propriété était plus à la traîne, et notamment en Île-de-France. Nous voulons donc améliorer ce dispositif que nous avions déjà corrigé l'année dernière pour le rendre plus attractif auprès des ménages modestes et notamment des jeunes afin de mieux les solvabiliser. C'est le sens des annonces faites par le président de la République la semaine dernière en Lorraine, qui a souhaité que nous puissions travailler pour améliorer l'accession à la propriété en allant vers 4 axes qui ont été fixés. D'abord, permettre à plus de ménages d'accéder au PTZ grâce à l'augmentation des plafonds de revenus. Le montant du prêt à taux zéro pourra représenter jusqu'à 40% du montant de l'emprunt contre 18% et à 26% actuellement. Le différé d'amortissement sera d'au moins 5 ans pour toutes les tranches de revenus, alors qu'aujourd'hui, il allait de 14 ans pour les ménages les plus modestes à une absence de différé pour les familles éligibles aux revenus les plus élevés. Le prêt à taux zéro dans l'immobilier ancien, sous condition de travaux, vous le savez, sera également élargi. J'aurai l'occasion de présenter des propositions plus précises et plus détaillées au président de la République et au Premier ministre dans les prochains jours, parce que nous sommes convaincus que par la relance de la construction, nous agirons aussi pour l'activité, la croissance et l'emploi. Madame Lyonnais. Bien, merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, merci. Je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité auront lieu le jeudi 12 novembre de 15h à 16h, retransmises sur France 3, Public Sénat, et le site internet du Sénat. Je vais suspendre la séance, elle sera reprise. Voilà donc pour ces questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. On refait tout de suite le tour de ces questions d'actu avec nos deux invités cet après-midi. Le sénateur David Assouline pour le Parti Socialiste, merci d'être avec nous. Et puis Jean-Marie Bockel, sénateur du groupe UDI. Alors avant d'aborder les différents thèmes d'actualité, je vous propose de réécouter le Premier ministre. C'était il y a quelques instants dans l'hémicycle du Sénat, Manuel Valls, qui a confirmé le report de la réforme autour de la dotation globale de fonctionnement. On écoute. Et j'ai entendu les arguments à la fois des parlementaires de la majorité comme de l'opposition et de l'ensemble des grandes associations d'élus. C'est pourquoi nous avons décidé que nous devrions voter les principes pour marquer la volonté de nous inscrire dans cette réforme, de la mettre en œuvre au 1er janvier 2017. Pourquoi ? Parce qu'il y a un argument qui devrait s'imposer à chacun. La carte intercommunale sera achevée le 31 mars 2016. Et c'est sûr, c'est pour ces raisons, mais je vais dans le sens de ce que beaucoup d'élus attendaient, c'est pour cette raison qu'au mois d'avril, sur la base de cette nouvelle carte intercommunale,
la précision nécessaire qui aura été requise d'ici là, nous pourrons à ce moment-là boucler cette réforme de la DGF et l'inscrire pleinement dans la loi de finances 2017. Ce que nous souhaitons, c'est que la réforme maintenant soit engagée, qu'elle s'inscrive dans la durée, qu'elle puisse se faire sur des bases de très grande transparence. Nous réformons nos territoires, nous réformons la fiscalité locale, les dotations aux collectivités territoriales. Il y aura une majorité de gagnants. Il peut y avoir, je n'aime pas beaucoup ce mot, de perdants. Non, il y a plus de gagnants que de perdants. Et c'est une manière. Mais ne polémiquez pas de manière absurde. N'utilisons pas ce sujet-là à des fins politiques, alors que je suis en train de vous dire que je suis dans l'écoute et que nous sommes en train de travailler à une réforme durable et que nous faisons exactement le contraire de ce que vous avez fait pour ce qui concerne la taxe professionnelle. Veuillez l'entendre une nouvelle fois. Donc Manuel Valls, il y a quelques minutes dans l'hémicycle du Sénat qui confirmait donc le report de la réforme autour de la DGF. Direction maintenant la salle des conférences du Sénat juste à côté de l'hémicycle, puisque Mickaël, vous êtes avec Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget. Absolument, avec M. Eckert. On a beaucoup parlé ces derniers temps de M. Eckert et notamment... On va expliquer pourquoi un petit peu aux téléspectateurs quand même. Il y a eu cette disposition fiscale, ce qu'on appelle la demi-part des veuves, qui a entraîné une hausse d'impôts pour une bonne partie des retraités français. 900 000, si les chiffres sont exacts, vous allez pouvoir nous confirmer. Et finalement, vous-même, Emmanuel Valls, avez dit on retire cette disposition. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous expliquer exactement ce qui s'est passé et ce qui va se passer? Beaucoup d'imprécisions dans vos propos. Il s'agit d'une disposition fiscale qui a été supprimée par la majorité précédente en 2008. Donc c'était une décision du gouvernement Fillon qui s'appliquait de façon étalée sur plusieurs années. Deuxièmement, vous avez dit qu'elle avait fait entrer des gens dans l'impôt sur le revenu. Oui, mais depuis, ce gouvernement a annulé, par la suppression de la première tranche notamment, les effets sur l'impôt sur le revenu. De quoi est-il question aujourd'hui? 250 000 foyers ont reçu des avis de taxes foncières et de taxes d'habitation. Pourquoi? Parce que le calcul de leur revenu fiscal de référence, compte tenu de la suppression de cette demi-part, les faisait passer un seuil. Jusque-là, ils en étaient exonérés. Nous voulons annuler là aussi cet effet pervers de cette mesure qui date de 2008, dont l'application était étalée dans le temps. Nous allons le faire par deux dispositions. Tout d'abord sur la taxe foncière, les foyers fiscaux qui étaient exonérés en 2014, qui n'avaient pas payé l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, les personnes de plus de 75 ans aux faibles revenus, s'ils ont déjà payé, ils seront remboursés. Qu'ils se signalent par courrier, par téléphone, par Internet, en se rendant dans les centres des impôts, ils seront remboursés dans un délai de 2 à 3 semaines par un dégrèvement. S'ils ne se signalent pas, ils le seront de toute façon, mais un peu plus tard, lorsqu'on aura balayé les choses. Et puis concernant les avis de taxes d'habitation qui sont actuellement à échéance du 15 novembre, nous leur disons, si vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire les plus de 60 ans cette fois, qui étaient exonérés en 2014, vous pouvez surseoir au paiement de votre impôt. Monsieur Eckert, vous comprenez que la phrase que vous avez employée, ne payez pas l'impôt, est plus choquée? Oui, elle a pu choquer, mais ce n'est pas la première fois. Lorsque l'on prend une disposition fiscale qui revient sur une autre disposition fiscale, on peut très bien anticiper les effets. On l'a fait sur des plus-values. Les notaires le font très couramment. Là, ça concerne un peu plus grand nombre de foyers, mais les choses sont clairement dites. Il faut qu'elles soient clairement reçues. Ceci entre en vigueur à partir de lundi prochain. Toutes les instructions ont été données. Et bien sûr, on peut toujours trouver assistance et conseils auprès des services. Merci beaucoup de ces précisions. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Mickaël, on se retrouve tout à l'heure avec d'autres invités avec vous. Salle des conférences. David Assouline, un peu vent de panique quand même au gouvernement autour de ce bug fiscal, notamment. Et c'est vrai que cette phrase qu'a citée à nouveau Michael Zamès, demandant finalement de ne pas payer l'impôt, ça peut aussi avoir une incidence, aller un petit peu plus loin dans l'esprit des citoyens. Non, je ne crois pas que, si on est sur le fond, qu'on puisse reprocher au gouvernement d'être dans la dépréciation de l'impôt. On l'a plutôt attaqué parce que trop d'impôts et que il a toujours défendu l'idée que l'impôt on est quand même dans un discours très anti-impôt en ce moment, David Assouline, notamment de la part globalement, la droite a mené une pression énorme sur cette question. Peut-être que ça a fait des dégâts et que il faudra
arriver à un discours beaucoup plus responsable, citoyen, parce que l'adhésion à l'impôt, c'est l'adhésion tout simplement à la solidarité, à la participation, à la citoyenneté de notre pays. Mais là, concrètement, il s'agit d'une mesure qui a été prise par le précédent gouvernement. On peut regretter que... le pouvoir n'a pas d'effet. Oui, mais là, on le défait, sauf que, effectivement... Dans l'urgence, dans l'improvisation, quand même. Parce que, à aucun moment... n'a été bien évalué les effets secondaires, notamment sur la taxe foncière, ça a été expliqué. Donc on peut le regretter, oui, je le regrette, et le gouvernement, en prenant cette décision, eh bien, corrige et regrette aussi d'une certaine façon, mais vaut mieux le faire que de mettre la tête dans le sac et dire bon bah on regarde pas les effets et on couvre cette erreur. Ouais. Vous êtes d'accord, Jean-Marie Bockel? Moi, je trouve que mieux vaut réparer finalement dans l'urgence. Je trouve que tout cela fait vraiment désordre. Je pense que on peut critiquer la mesure de 2008, mais alors il fallait la corriger tout de suite. C'est volontairement qu'on ne l'a pas corrigée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les effets de la suppression de cette demi-part se rajoutent à tout le reste. On est en période électorale, d'où une réaction évidemment en panique. Et tout ça, évidemment, donne une image de l'impôt qui est complètement brouillée. Moi, j'ai un point d'accord avec ce qui a été dit, c'est qu'il faut restaurer l'impôt. Mais pour restaurer l'impôt, il faut évidemment un impôt mesuré, un impôt compris et un débat sain et serein sur l'impôt. Et nous, on est des collectivités locales, on voit ça sur le terrain. Hein. Sur le terrain, on nous a supprimé un certain nombre de recettes fiscales, ça a été remplacé par des dotations, lesquelles dotations, et c'est l'autre aspect maintenant, ce qu'a dit le Premier ministre, sont reniées. Et si vous prenez le recul du Premier ministre sur la DGF, d'un côté, tant mieux. Mais de l'autre, c'est un peu... Pas un recul, hein, tout à fait non plus, puisque la réforme va s'appliquer. Un report, si vous elle est préférez. reportée Oui, d'une année. bah justement, c'est ce que j'allais dire. Ça nous laisse quand même une inquiétude sur la manière dont les choses vont se faire le moment venu, alors que par ailleurs, nous sommes sur une toile de fond, et nous sommes à quelques jours maintenant du Congrès des maires, nous sommes sur une toile de fond de baisse des dotations aux collectivités. Donc, personne ne conteste que chacun doit faire des efforts, et des efforts, nous en faisons. Simplement, nous souhaitons là aussi avancer dans la clarté, que les choses soient progressives, que les choses soient équilibrées et que nous puissions continuer à jouer notre rôle, c'est-à-dire investir et créer des emplois localement. On va reprendre tout de suite ce débat autour de la dotation globale de fonctionnement, mais on va repartir salle des conférences puisque Michael Zamès, vous êtes avec la sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali. Oui, Perrine, c'est vrai. Samia Ghali était juste à côté de moi. On discutait juste à l'instant des propositions de Nicolas Sarkozy qu'il a faites dans une intervio ce matin au journal Le Parisien. On discutait de ces propositions et notamment Nicolas Sarkozy fait une proposition, vous qui avez beaucoup monté au créneau sur les trafiquants de drogue, notamment à Marseille. Il fait cette proposition que les trafiquants de drogue qui ont fait leur peine soient interdits de séjour dans leur quartier quand ils sortent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me fait sourire pour pas me faire rire. C'est que vraiment, je suis très inquiète. Il ne faut surtout pas que ce soit M. Sarkozy qui s'occupe des trafiquants de drogue en France et qui n'a vraiment rien compris à rien. Il faut savoir qu'il faut qu'il sache d'abord que souvent les trafiquants de drogue n'habitent pas spécialement dans la cité dans laquelle ils dealent ou dans laquelle ils sont les patrons du réseau, mais dans les cités voisines. Donc il faudrait les interdire de séjour complètement, peut-être dans la ville dans laquelle ils vivent, mais peut-être même pas dans leur quartier, dans le quartier où ils vivent. Ça n'apportera rien. Nicolas Sarkozy dit qu'il n'y a plus d'autorité de l'État. Vous aviez demandé à ce que l'armée intervienne dans les quartiers, c'était il y a quelque temps déjà. Il y avait encore de l'autorité de l'État dans ces quartiers ? Mais au moment où je l'ai demandé, c'est aussi au moment où M. Sarkozy a fini son mandat et où, quand je réclamais, moi, lorsque M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur ou lorsqu'il a été président de la République, où M. Guéant et M. Hortefeux ont été ministres de l'Intérieur, je peux vous dire que pas un seul policier de plus nous avons eu sur Marseille. Il faut reconnaître que l'État, aujourd'hui, actuel, a mis des moyens sur la ville de Marseille et c'est vrai que ça se ressent, en tout cas, ça a évité que nous descendions encore plus bas que ce que nous étions déjà. Il y a encore beaucoup de différences. Elles existent aujourd'hui, ces différences entre la gauche et la droite, sur ce thème de la sécurité. C'est peut-être le seul thème où il y a encore des différences ? Mais écoutez, je trouve qu'en tout cas, moi, je parle en connaissance de cause. Vous savez, je prends juste les éléments et vous pouvez les prendre. C'est de dire combien il y avait de policiers avant
que quand c'était Sarkozy, président de la République sur Marseille. Combien il y en a aujourd'hui? Et les résultats. Je peux vous dire que les résultats aujourd'hui sont présents. Les trafiquants se font arrêter. Il y a eu des saisies. Il y a eu un gros travail de fait, même si malheureusement la situation est tellement fragile et qu'à tout moment elle peut encore ressurgir. Il faut, moi je dis, toujours avoir une vigilance accrue sur les trafiquants de drogue. Mais pour autant, je peux vous dire que franchement, là, de ce point de vue-là, moi j'ai vu la différence. Et dans les quartiers de Marseille, croyez-moi que les gens ont vu la différence. Merci beaucoup, Samia Ghali. Perrine, je vous laisse reprendre votre débat. Merci beaucoup, Mickaël. Effectivement, on reviendra sur ces propositions en matière de sécurité de la part de Nicolas Sarkozy dans la deuxième partie de notre débat. Retour peut-être sur effectivement le report de la réforme autour de la dotation globale de fonctionnement pour les communes. Est-ce que David Assouline est une victoire de la droite sénatoriale? On sait que Gérard Larcher, mais également François Baroin, qui est sénateur et président de l'Association des maires de France, avait demandé le report de cette réforme. Je ne crois pas que là il s'agisse encore de réduire la vie politique à des victoires parce que certains ont fait des coups de menton plus forts que d'autres. Il y a d'abord des choses sur lesquelles... Ils ont peut-être entendu plus vite les élus locaux que le gouvernement. Non, mais c'était un ensemble de consultations et il n'y a pas de recul par rapport à la violence des attaques, y compris de M. Larcher, sur le fond. Et on doit d'abord se mettre d'accord pour ne pas troubler l'opinion. Se mettre d'accord sur le constat. Est-ce que cette DGF est juste ou injuste aujourd'hui, telle qu'elle se pratique? Elle est injuste. Tout le monde est d'accord, plus ou moins, sur le constat. Si tout le monde est d'accord, il faut dire on réforme. C'est sur le calendrier de la réforme. Alors justement, sur le calendrier, il y a quand même eu, là encore, à l'inverse de ce qui s'était passé sur la réforme de la taxe professionnelle, qui s'était fait en catimini brutalement. Vous le savez, sous Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, il y a eu une mission du regretté M. Germain, notre ex-collègue sénateur, et de Mme Pires-Beaune, qui ont consulté. Il y a eu des consultations avec toutes les associations d'élus, et il s'agit de réparer cette erreur quand même vite. Sauf que il y a un élément qu'il faut prendre en compte, qui n'arrivera qu'en avril, c'est la carte de l'intercommunalité, et cet élément peut permettre de ne pas... Le gouvernement le connaissait, puisque ça fait partie de sa réforme territoriale. Oui, mais il a conscience qu'il faut beaucoup plus de prudence, parce que justement, on a vu tout à l'heure sur un autre cas, les effets pervers d'une réforme faite en 2008, etc. Il ne faut pas que cette fois-ci, l'objectif qui est de faire en sorte que ce soit mieux réparti ait des effets pervers, notamment sur ce qu'on appelle les bordures, qui ne sont pas favorisées et qui pourraient être frappées. Donc, avec des remontées, on préfère être dans la précision, mais sur le fond, la volonté de réforme et de plus de justice est maintenue, puisque dès cette loi, on va voter les principes et on ajustera financièrement dans la prochaine loi de finances, et ça ne rentrera en application qu'au 1er janvier 2017, c'est-à-dire qu'on se donne le temps, mais cette volonté de réforme est affiché, est affirmé, c'est ça l'essentiel. Le calendrier a peut-être aussi joué, puisqu'on sait que dans 3 semaines, il y a le congrès des maires de France, et on ne savait pas très bien si le Premier ministre et le Président de la République seraient bien accueillis. Et puis, il y a quand même les élections régionales début décembre. Jean-Marie Bockel, on va donner la parole à Jean. Si je puis me permettre d'en placer... On pourrait dire, ah bon, et le gouvernement le met au 1er janvier 2017, c'est-à-dire à la veille des présidentielles. Donc non. On réforme, il y a toujours des élections dans ce pays. Moi, que ce soit un interview de M. Assouline, auquel cas, moi, je ne veux pas vous déranger trop longtemps. Mais si on reprend l'exemple de la réforme de l'ATP, et si on admet que les choses sont allées vite en 2008, il faut dire que préalablement, et j'y avais été associé à l'époque quand je présidais l'Association des Grandes Villes de France, il y avait eu pendant des années un travail préparatoire qui nous a permis de toucher du doigt effectivement la complexité du dispositif. Ça doit aussi nous servir de leçon. Ce travail préparatoire a besoin d'être fait plus rapidement qu'en quelques mois. Aujourd'hui, la délégation aux collectivités locales fait un gros travail sur ces questions, et nous serions prêts à être mandatés pour aller au fond
des choses, et pas seulement nous d'ailleurs. Il y a besoin de simulation, il y a besoin d'écouter les associations d'élus. Comme le souhaite le président du Sénat, Gérard Larcher. Absolument, absolument. Le président Larcher, contrairement à ce qui a été dit, n'a pas du tout fait une lettre virulente. J'ai encore relu cet après-midi avant notre débat. Elle est très équilibrée. Aussi parce qu'il y a une campagne électorale. Le président du Sénat, il sort un peu de sa fonction. Tout le monde est dans la campagne électorale en ce moment. Mais dans cette lettre, n'a pas aussi... Moi, je vous ai écouté attentivement tout à l'heure. Et là, je débute mon propos, je suis interrompu. Vous ne changez pas, monsieur Assouline. Donc, je pensais que vous changiez un peu, ça n'est pas le cas. Mais bon, c'est pas... votre propos. Je termine mon propos. Le président Larcher a un propos parfaitement mesuré et nous souhaitons qu'on puisse avoir sur cette question importante, sensible, dont tout le monde reconnaît qu'elle ne fonctionne pas correctement, un temps plus long que simplement le lendemain de la nouvelle carte territoriale et le 1er janvier 2017. On va de nouveau être dans la précipitation. Il faut absolument éviter les effets pervers. Vous croyez vraiment en 2 mots tous les deux que cette réforme s'appliquera au 1er janvier 2017 ? On sera en pleine campagne électorale pour la présidentielle. On sera à nouveau dans une campagne électorale. Donc donnons-nous un peu de temps. Et n'oublions pas la problématique de la baisse des dotations qui, elle, est en cours. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir une baisse, mais comme l'a dit le président Barouin, il faut l'étaler dans le temps et il faut aussi qu'elle soit juste. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. En 2 mots, David Assouline. Oui, en 2 mots, juste, ce serait bien que dans nos débats, on ne dise pas tout et le contraire en fonction de nos intérêts réciproques. Là, effectivement, il y aura une campagne électorale et c'est en connaissance de cause que le Premier ministre a dit au 1er janvier 2017. Ça veut dire que ce n'est pas ça, on ne peut pas maintenant lui reprocher, ce n'est pas ça le sujet. Ensuite, on ne peut pas dire qu'on engorge le Sénat, l'Assemblée de loi, et dire que quand on peut se passer d'une loi spécifique, eh bien, on n'en profite pas. Je le dis, si on peut s'en passer tout en faisant qu'il y ait un débat sur le fond, c'est bien, et ça correspond à ce qu'on demande tous, vous et nous, qu'il y ait un peu moins de lois qui s'empilent à d'autres lois, parce que c'est difficile. Et donc voilà, je pense que on a avancé et qu'il n'y a pas de raison maintenant de continuer la polémique, mais de travailler ensemble. Il y a des lois inutiles, il y en a beaucoup, et il y a des sujets majeurs. Oui. Ça, c'est un sujet majeur. On verra dans quelques semaines ce qui se passe. On verra dans quelques semaines ce qui va se passer sur ce dossier, notamment au congrès des maires. Mais c'est un sujet financier qui peut se discuter dans le cadre. On va poursuivre ce débat, notamment sur l'offensive aujourd'hui de Nicolas Sarkozy en matière de sécurité. Mais avant, on refait un petit tour salle des conférences. Michael Zamès est avec la présidente de la commission de la culture du Sénat, Catherine Morin-Desailly. Oui, Catherine Morin-Desailly, actualité chargée cette semaine pour vous, pour la Commission, notamment aussi dans l'actualité parlementaire et notamment pour les maires avec cette dotation globale de fonctionnement qui a été reportée, annonce du Premier ministre aujourd'hui. La réforme. La dotation globale de fonctionnement a été reportée à dans un an. Suite notamment à l'alerte que nous avions lancée ici au Sénat. Gérard Larcher était le fer de lance d'une lettre qu'il a écrite à l'ensemble des maires de France pour soutenir les élus qui vivent des temps extrêmement difficiles. Baisse de dotation drastique aux collectivités territoriales, nouvelle carte de l'intercommunalité. Depuis 2010, on le voit, les réformes s'enchaînent, se succèdent, avec beaucoup d'inquiétudes pour les élus. Et cette réforme de la dotation globale de fonctionnement que le Premier ministre avait annoncé à marche forcée était vraiment quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre maintenant, en tout cas qui mettait en colère les élus, notamment les élus locaux, les élus ruraux, ceux qui vivent des difficultés dans leur territoire. Donc je suis satisfaite que cette nouvelle soit tombée aujourd'hui et que le Sénat ait finalement été entendu sur ce sujet. Alors demain, pour vous, à la Commission, vous allez entendre la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, nouvelle présidente. Quel sera l'objectif de cette audition? On sait que les déficits sont énormes pour France Télévisions. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer et quelles questions vous pourrez poser à Delphine Ernotte? Eh bien, on va tout simplement l'interroger sur sa feuille de route. Quel est son plan stratégique pour les 5 années à venir? Puisque je rappelle que nous l'auditionnons dans le cadre de ce que prévoit la loi de 2013, à savoir 2 mois après son installation. Elle a été installée le 22 août, après avoir été donc nommée par le CSA à ses fonctions. Et bien 2 mois après, donc 22 octobre, 4 novembre, on y est presque, nous l'auditionnons sur sa feuille de route qu'elle nous a fait parvenir donc la semaine dernière en temps et en heure. Et l'idée, c'est que les sénateurs puissent mesurer et
bien, quels sont les grands objectifs que la nouvelle présidente de l'entreprise publique de l'audiovisuel entend poursuivre, quels moyens elle entend mettre en œuvre, pour quel projet, somme toute. C'est très important parce qu'ici, au Sénat, nous sommes très attentifs au devenir de l'audiovisuel public, à ses missions particulières et bien sûr à son mode de financement. Vous savez que nous avons conduit des travaux très importants cette année dans le cadre de la Commission de la Culture associée à celle des Finances. J'ai souhaité qu'il y ait des travaux de fond qui soient conduits pour se projeter un petit peu à moyen et à long terme et voir comment la gouvernance de l'audiovisuel public et son mode de financement sont amenés à évoluer. Vous auditionnez tout l'audiovisuel parce qu'il y a le public mais il y a le privé. La semaine prochaine sera au tour du président aujourd'hui de Canal+, Monsieur Bolloré. Qu'est-ce que vous allez attendre aussi de cette confrontation quelque part avec lui? Alors je ne dirais pas que c'est une confrontation, c'est une audition tout simplement. Nous sommes dans le cadre de nos travaux habituels. Le paysage audiovisuel français bouge beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de rebondissements, de changements, de regroupements. Et il y a des évolutions aussi technologiques qui bouleversent le paysage et on voit des formes de recomposition se faire. Et nous sommes très attentifs à ce que dans le cadre de cette recomposition, eh bien, on puisse avoir un paysage en bonne santé, plein de vitalité, pluriel aussi, et qui porte, vous comprendrez pourquoi, la création française et européenne. Donc c'est ça notre sujet aussi. L'audiovisuel est intimement lié aussi à la création cinématographique. Nous y sommes extrêmement attachés à la Commission de la Culture. Donc auditionner le président de Canal+, et aussi mesurer quels sont les projets dans ce domaine-là. Est-ce que la création sera toujours au rendez-vous? Est-ce que nous serons toujours le fer de lance à travers nos chaînes de télévision, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées, de la création européenne? Nous suivrons tout ça. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. C'est à vous, Perrine. Oui, effectivement, on reviendra demain dans Sénat 360 sur l'audition de Delphine Ernotte, une audition que vous pourrez suivre en intégralité sur notre antenne vendredi matin à partir de 11h. On poursuit le tour des questions d'actu aujourd'hui avec nos deux invités, David Assouline et Jean-Marie Bockel. Et l'offensive aujourd'hui de Nicolas Sarkozy en matière de sécurité. Le président des Républicains, qui est aussi candidat à la primaire de droite, a présenté ce matin une batterie de mesures, notamment la création d'un grand ministère de la sécurité intérieure, la construction de places de prison en plus, la redéfinition des missions de police, ça c'est quelques-unes de ces propositions. Vous le suivez sur ce plan, sur cette offensive, Jean-Marie Bockel? Vous qui avez été un ministre. Oui, soyons concrets, prenons les places de prison. Bon, il faut des places de prison supplémentaires en France, il faut se mettre au niveau européen, mais pourquoi ne pourrait-on pas enfin commencer à faire des prisons ouvertes, c'est-à-dire des prisons sans barreaux? Ça marche partout en Europe. Moi-même, à l'époque, quand j'étais secrétaire d'État... Non, il n'y en a pas en France. Ouais. Non, vous parlez... Non, c'est pas des... Non, c'est autre chose. Ça, c'est des mesures d'application. Moi, je vous parle de prison. Alors, apparemment... Attention, à droite, on va vous traiter de laxiste. Ça m'est égal. C'est un sujet que j'avais évoqué il y a 5 ans quand j'étais au gouvernement, que j'ai repris comme parlementaire. Même des pays plutôt conservateurs comme la Suisse, des pays plus libéraux comme l'Europe, tout le monde, sauf la France où il y en a une seule en Corse, a ce type de prison. C'est pas une alternative, c'est des prisons. Mais c'est des prisons qui préparent beaucoup mieux la sortie parce que tout le monde travaille, parce que les barreaux, en quelque sorte, ils sont dans la tête de chacun, il n'y a pas d'évasion. Pourquoi on ne le fait pas en France? Et pourquoi là, on n'en parle pas? Quant à la mesure de grand ministère, c'est très français. On veut toujours changer les structures. Moi, à la limite, j'ai rien contre, mais est-ce que c'est la question? Est-ce que c'est ça qui va régler le problème de la prévention de la délinquance? Est-ce que c'est ça qui va permettre de faire baisser la délinquance? En tout cas, c'est une des solutions pour Nicolas Sarkozy, qui dit, David Assouline, que l'autorité de l'État est mise à mal en ce moment. Qu'est-ce que vous lui répondez? Elle n'a jamais été autant mise à mal que sous son ministère de l'Intérieur et sa présidence de la République. Donc, on mélange tout. Je pense que nous avons besoin de République en ce moment. Et donc, bien entendu, d'autorité, mais d'autorité autour de valeurs, autour de pourquoi nous sommes ensemble, pourquoi nous vivons ensemble et avec quelles règles. Et tous ces débats-là sont déréglés par les interventions sans arrêt de Nicolas Sarkozy, y compris quand il incarnait l'autorité de l'État. La façon dont il a traité la justice, par exemple, et la magistrature, la façon dont il a parlé à des jeunes, ne donnant pas l'exemple de comment on se parle quand on est en confrontation, et d'autres choses comme ça, ne le mettent pas en situation de parler d'autorité de l'État. Alors, sur le fond de ces mesures, il y a
des choses, d'ailleurs, que je prends comme un mea culpa. Il parle d'îlotiers, finalement, dans les quartiers, alors qu'il a supprimé lui-même la police de proximité qu'avait mis en place la gauche. Je le prends comme un pas en avant. Et puis, le ton du discours général, c'est « je vais faire tout ce que je n'ai pas fait », parce qu'en matière de sécurité, ce n'est que de la parole pour exacerber les peurs, pour préparer des élections, et notamment cette fois-ci, je le dis nettement, une élection qui concernera la droite elle-même. Il pense qu'il va gagner la primaire en étant le plus à droite possible, et donc c'est un gage donné. Merci à tous les deux. Ça évite de parler du fonctionnement de la justice aujourd'hui, qui est malheureusement complètement paralysé. Les places de prison, on en a fait plus que lui. Ça tombe bien. Merci beaucoup à tous les deux. On a créé plus de postes que ça tombe bien, puisque les deux textes qui sont examinés cette semaine par le Sénat concernent justement la justice. On va retrouver Tam Tranui qui est dans l'hémicycle du Sénat. Vous allez justement nous parler de ces deux projets de loi défendus par la garde des Sceaux en première lecture au Sénat. Et oui, effectivement, deux textes qui sont débattus en discussion générale actuellement. L'un qui porte sur la justice du XXIe siècle et l'autre sur l'impartialité et l'indépendance des magistrats. Ce texte sur l'impartialité des magistrats porte sur 4 points principaux: le recrutement, le statut, la déontologie des magistrats et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Point important en commission, le Sénat a souhaité renforcer les mesures pour encadrer la déontologie des magistrats. Alors l'autre texte débattu, c'est bien ce texte sur la justice du XXIe siècle, un texte qui partait d'une grande consultation citoyenne et qui est finalement plutôt décevant, plutôt modeste par rapport à ce qu'on attendait, une grande loi Taubira qui devait marquer le quinquennat de François Hollande. Il porte avant tout sur l'organisation judiciaire, il porte également sur les actions de groupe, notamment l'action de groupe en matière de discrimination. Des textes plutôt à minima par rapport à la grande réforme qu'on attendait sur le Conseil supérieur de la magistrature qui nécessite un projet de loi constitutionnel, et on le voit, le congrès de Versoix s'éloigne de plus en plus. Merci beaucoup Tam, et effectivement la justice, on en débat dans quelques instants avec nos invités. Ce sera le débat de 18h. Il est donc 18h sur Public Sénat. Merci d'être avec nous dans Sénat 360. Voici les titres de l'actualité parlementaire cet après-midi. Et tout d'abord, Manuel Valls qui a confirmé tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat le report d'1 an de la réforme de dotation globale de fonctionnement aux collectivités locales. C'était une réponse à la fronde des élus locaux à quelques jours du congrès des maires. Réaction à suivre. Dans l'actualité du Sénat, toujours aujourd'hui, l'audition d'Emmanuel Macron. Le ministre est entendu par les sénateurs sur le budget de son ministère dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016. Nous écouterons tout à l'heure un extrait de cette audition. Et puis au Sénat, début cet après-midi, on vient de l'entendre, de l'examen de 2 projets de loi de Christiane Taubira, 2 textes qui ont pour objectif de rendre la justice plus accessible et de conforter l'indépendance des magistrats. On est loin de la grande réforme de la justice attendue. On en débat dans quelques instants avec nos invités. Je vous le disais donc, Manuel Valls a confirmé tout à l'heure le report de la réforme de la dotation globale de fonctionnement, annonce qu'il a confirmé lors des questions d'actualité au gouvernement dans l'hémicycle du Sénat il y a quelques minutes, un report qui était demandé par la droite sénatoriale, notamment par le président du Sénat, Gérard Larcher, mais également par le sénateur et président de l'association des maires, François Baroin. Je vous propose d'écouter leur réaction. Je sais pas, c'est d'abord une victoire pour les communes. Et c'est ça qui compte. Victoire pas contre, mais tout simplement victoire de la raison. En effet, nous connaîtrons la nouvelle organisation intercommunale qu'a mis 2016. Et voilà qu'on réformait une dotation avec notamment une composante intercommunale forte sans connaître le périmètre d'intercommunalité. Alors, il est clair que nous souhaitons qu'il y ait un texte spécifique, qu'on en débatte, qu'on en discute, qu'il y ait, j'allais dire, les études d'impact nécessaires, enfin qu'on travaille sérieusement sur ce sujet très sérieux pour les collectivités territoriales. Ce que nous souhaitons, c'est que notre message soit entendu et que le gouvernement ouvre les yeux sur la dégradation et l'accélération de la dégradation de la situation des collectivités locales au sens large et du bloc communal, c'est-à-dire des communes et des intercommunalités. C'était le sens, bien sûr, de notre journée du 19 septembre, qui était une journée inédite,
ne s'est jamais produit dans l'histoire de France d'avoir tous les maires, quelle que soit la taille de commune, à l'unisson sur le même message. Ce que vous nous demandez, vous, l'État, c'est trop et trop vite. Et il y avait en plus cette question d'une réforme profonde de la DGF qui était insensée entre nous, puisqu'on discute des schémas départementaux de coopération intercommunale, c'est-à-dire d'un périmètre, et on nous proposait une réforme pour laquelle nous n'avions même pas les calculs, et même pas les calculs à N+2, donc c'était intenable. Donc nous allons voter le principe de la réforme. Pour ce qui est de son application, nous la décalons en 2017. Pourquoi? Parce que la loi NOTRe, la fameuse loi nouvelle organisation territoriale de la République, la réforme territoriale, oblige à modifier les périmètres des intercommunalités. Nous sommes en train d'agrandir, les préfets sont en train d'agrandir avec les élus, les périmètres des communautés de communes. Donc il aurait été préjudiciable pour la clarté de la réforme de mettre en œuvre une réforme sur des périmètres qui vont bouger en 2016. Voilà, la réforme de la justice en débat sur ce plateau, puisque ce sont les textes de Christiane Taubira qui sont examinés cet après-midi et toute la semaine par le Sénat en première lecture. Alors, l'un de ces textes a pour but de renforcer l'indépendance des magistrats, sans la garantir totalement non plus. Mounir Soussi a recueilli les témoignages de 3 magistrats. Vous allez le voir, 3 visions de la fonction. On regarde et après on en débat. L'indépendance de la justice ne donne pas au juge le droit de juger selon ses caprices, ses préjugés, ses rancœurs. Dans la magistrature, comme partout ailleurs, il y a des gens qui honorent leurs fonctions, il y a aussi des pervers, des psychopathes, des militants. Cette charge d'un député au cœur de l'hémicycle illustre un glissement. Certains hommes politiques n'hésitent plus à remettre en cause le pouvoir judiciaire. Ancien secrétaire général du syndicat de la magistrature, Mathieu Bonduel constate qu'une barrière se fissure. On a vu une parole se libérer de la part de certains hommes politiques qui se permettent maintenant très clairement de mettre en cause tel magistrat, telle décision, en utilisant la place qui est la leur et finalement aussi le symbole de leur place pour affaiblir l'institution judiciaire. Et ça, c'est effectivement très inquiétant. Autre facteur parfois déstabilisant, la place grandissante de la presse autour de certaines affaires. L'effervescence médiatique peut renvoyer une image déformée de la réalité. Il y a un conflit très souvent entre le temps judiciaire et le temps médiatique. Si vous prenez une affaire comme Air Cocaïne, exemple récent, on a l'impression qu'ils sont innocents à l'heure d'aujourd'hui parce que leur évasion rocambolesque attire la sympathie du public. Mais nous en sommes, nous, au temps de la justice, au tout début de la procédure. Leur travail se retrouve scruté par les médias et la société avec l'attente d'une justice efficace. Pour Philippe Bilger, juge aujourd'hui à la retraite, cette exigence est légitime et même indispensable. Il est normal que l'institution judiciaire soit mise en examen au sens propre du terme par le citoyen. Aujourd'hui, on veut des médecins responsables, on veut des politiques responsables, on veut des avocats responsables, on veut aussi des juges responsables. Donc il y a aujourd'hui une absence totale d'immunité des juges vis-à-vis de leurs actes. Ils doivent en rendre compte quand le public le leur demande, quand les commissions d'enquête parlementaires le leur demandent. L'exemple le plus marquant, le cas du juge Burgot. En 2006, après l'échec de l'affaire Doutreau, il s'est retrouvé symboliquement sur le banc des accusés devant les députés et les caméras. Est-ce que j'ai commis des erreurs d'appréciation? Peut-être. D'ailleurs, qui n'en commet pas? Et ceci, d'autant que je veux rappeler ici que le juge d'instruction est un juge seul. Une explication un peu courte aux yeux de ses confrères. La solitude du juge d'instruction, elle est limitée si on veut bien respecter l'état de droit. Mais si on se fonde uniquement sur son propre pouvoir, eh bien le juge Burgot a tort lorsqu'il dit ça. Il n'a pas été seul, il a voulu être seul. C'est très différent. Si vous voulez, on a tendance à partir du principe que juger, c'est un travail solitaire. Mais ce n'est pas du tout une évidence. Après l'affaire Doutreau, le Parlement, à l'unanimité, a voté la mise en œuvre de la collégialité à l'instruction, c'est-à-dire plus un seul juge d'instruction, mais plutôt 3. Ça n'a jamais été mis en œuvre pour des raisons budgétaires qui nous sont opposées chaque année. La réforme de la garde des Sceaux veut faire entrer la justice dans le XXIe siècle. Depuis 2 ans, son budget augmente, mais le chemin pour rattraper les meilleurs voisins européens sera encore long. La France part de la 37e place sur 43 au niveau du pourcentage du PIB alloué à la chancellerie.
Et effectivement, il y a peut-être encore du chemin à parcourir pour rattraper certains de nos voisins européens. On en débat sur notre plateau avec Françoise Martre. Bonjour. Vous êtes présidente du syndicat de la magistrature. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Georges Fenech, bonjour. Vous êtes secrétaire national des Républicains, justement en charge des questions de justice. Et puis Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste. Bonsoir du Loiret. Les débats ici au Sénat s'annoncent finalement assez consensuels. Mais est-ce que vous regrettez les uns et les autres que cette réforme de Christiane Taubira n'aille pas assez loin? Georges Fenech. Ça dépend de quoi on parle. Hein, parce qu'il y a un peu, dans cette réforme du XXIe siècle, il y a beaucoup de choses. Et sur l'indépendance des magistrats. J'allais dire presque un catalogue à la Prévert. Il y a des choses certainement intéressantes, d'autres qui me paraissent moins réalisables, ne serait-ce que par le manque de moyens. Il y a des choses, encore une fois, intéressantes. Tout ce qui utilise les techniques modernes, de la dématérialisation, tout cela, évidemment, il faudra l'intégrer. Mais si l'on parle des missions du juge, je crois que le projet de Mme Taubira ne va pas du tout assez loin. Et on va se focaliser sur le premier projet de loi. Si l'on parle de l'indépendance de la justice, c'est encore un autre projet. Alors, si vous précisez votre question, je suis prêt à répondre. C'est pourtant sur l'intitulé du premier projet de loi examiné ici cette semaine au Sénat, l'indépendance, pour conforter, renforcer cette indépendance des magistrats. Là, le texte ne va pas. Alors là, l'indépendance, effectivement, si vous me redonnez la parole, mais on va en débattre. Je pense que, bon, qu'elle propose que les procureurs généraux ne soient pas nommés en Conseil des ministres, on est tous d'accord. C'est une avancée vers l'indépendance. Mais ça ne va pas assez loin. Ça ne va pas du tout assez loin. Mais vous auriez été prêt à la soutenir jusqu'à une révision constitutionnelle. Où est la réforme du Conseil supérieur de la magistrature? Pour une indépendance totale. Vous auriez été prêt à la soutenir pour une indépendance totale? Déjà, il faudrait passer par une révision constitutionnelle. Oui, déjà, il faudrait qu'on puisse en discuter. Je voudrais quand même rappeler, avant de céder la parole, que les deux grandes réformes du Conseil supérieur de la magistrature qui ont été faites précédemment, parce que sous l'époque de Mitterrand, on se souvient que tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature, qui est quand même l'organe qui garantit l'indépendance, étaient nommés par le président de la République. Il a fallu attendre Pierre Ménuri pour que les membres du Conseil supérieur de la magistrature soient élus par leur père, nommés par les chambres, etc. Et ensuite, et je termine, il y a eu quand même la réforme de M. Nicolas Sarkozy, sous quinquennat, qui a fait que le président de la République n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature et le garde des Sceaux n'est plus le vice-président. Ça, c'est une grande avancée, mais un premier pas. Je pense qu'on doit aller encore plus loin et ça, je ne le retrouve pas dans la réforme de Mme Taubira pour l'instant. Petit à petit, Jean-Pierre Sueur, mais c'est vrai qu'on ne va pas jusqu'au bout. Vous savez, j'ai parlé là un instant dans le débat et j'ai dit que j'étais frappé du discours de nos rapporteurs. Deux rapporteurs qui sont membres de la majorité du Sénat, qui sont des amis de Georges Fenech, qui ont dit « nous nous félicitons du caractère consensuel de ce texte ». Et je leur ai dit, je suis très heureux d'entendre cela, parce que quand je lis les journaux de ce matin... Heureux, mais est-ce que vous avez des regrets du coup que ça n'aille pas? Non, mais attendez, quand je lis les journaux de ce matin, je pense au Figaro, à d'autres, quand j'écoute les radios, j'ai l'impression qu'on fait de Christiane Taubira une sorte de laxiste perpétuel, alors que c'est le contraire qui est vrai. Et là, c'est 2 ans de travail. Alors, je vais répondre à votre question. Moi, je suis un ardent partisan de la réforme du CSM. Et j'ai dit à la tribune du Sénat il y a quelques minutes, CSM, Conseil supérieur de la magistrature, que puisqu'il y a eu un texte qui est arrivé à l'Assemblée, puis au Sénat, je demande qu'il poursuive son cours, qu'il revienne à l'Assemblée. Et je pense que l'on doit pouvoir arriver à ce que, sur un texte qui comprendrait uniquement, je pèse mes mots, les mesures nécessaires et suffisantes, et rien d'autre, on devrait arriver à une réforme constitutionnelle qui éviterait à la France de se faire sanctionner tous les mois ou tous les 2 mois par la Cour européenne des droits de l'homme. Je vais vous dire, la seule raison pour laquelle on ne devrait pas le faire, c'est parce qu'il y aura une élection présidentielle et on ne voudrait pas que le président actuel engrange un succès. C'est ça, il y a toujours un calendrier électoral. Mais je dis que si la politique était différente, et je veux qu'elle soit... Je finis d'une phrase, je veux qu'elle soit différente. Il est évident qu'on pourrait trouver une majorité des 3/5
pour un texte qui irait plus loin, en effet, parce que ce serait dans la Constitution l'indépendance du parquet par des mesures simples, nécessaires et suffisantes. Le point de vue de la magistrate, Christine Martre. Le point de vue, c'est que le syndicat de la magistrature ne comprend pas qu'on n'y arrive pas à faire cette réforme. Parce qu'il y a deux problèmes qui ont été parfaitement évoqués par votre reportage. Il y a d'abord les textes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'indépendance de la justice n'est pas inscrite suffisamment dans les textes. Ce qui pose problème, c'est le pouvoir de nomination des magistrats. Alors, essentiellement au parquet, mais également au siège, puisque seules les plus hautes fonctions sont proposées par le CSM. Donc, il faut une réforme constitutionnelle. Nous avons sur ce plateau les deux assemblées réunies et nous voyons bien qu'on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que, quelque part, une justice qui serait totalement indépendante pose problème au pouvoir politique d'une manière générale. Ça, il faut donc absolument en sortir. Vous pourrez peut-être vous mettre d'accord très à minima sur une réforme qui consistera à donner un avis conforme pour les nominations au parquet, mais pour des pouvoirs supplémentaires, nous n'y arrivons pas. Et le deuxième problème, c'est le fonctionnement de la justice au quotidien. C'est les attaques régulières dont elles font l'objet. Voilà. Et là, on l'a vu dernièrement avec l'affaire du policier de Saint-Ouen. On le voit très régulièrement. Et là, il faut absolument... Et est-ce que vous avez le sentiment d'être assez défendu par la garde des Sceaux ? Alors, le projet de réforme qui est soumis aujourd'hui au Sénat contient des avancées. Il contient des avancées sur un certain nombre de points. Il ne va pas pour nous assez loin, notamment sur le statut des magistrats du parquet, mais il contient des avancées, notamment le statut du juge des libertés et de la détention, qui est très attaqué, qui statue sur les expulsions des étrangers et sur la détention provisoire. Et nous regrettons que le Sénat ait reculé sur les propositions qui étaient faites de nommer ces juges par décret, comme le sont aujourd'hui les juges d'instruction, les juges des enfants, à qui on ne peut pas retirer leur service parce qu'ils auraient déplu dans les décisions qu'ils prennent. Georges Fenech, c'est gênant une justice totalement indépendante ? Moi, je rêve de cette justice indépendante depuis que je suis entré en magistrature, déjà depuis 1980. J'espère l'avoir de mon vivant, si j'ose dire. Je suis d'accord pour des procureurs indépendants. Peut-être vous surprendre. Mais non, je pense qu'il faudra aller vers l'indépendance des procureurs. Mais je voudrais ajouter à l'attention de Françoise Martre. Ce qui nous différencie finalement, c'est que moi je crois aussi que l'indépendance n'est pas uniquement une question de statut. Je pense aussi que la magistrature doit rester la magistrature. Vous comprenez ? Ne doit pas se mêler d'autre chose, et notamment pas de politique. Je crois que c'est ça l'indépendance. Si on veut être respecté, malheureusement, si on veut être respecté dans son indépendance, il faut rester dans son champ de compétences constitutionnelles. Or, vous avez été reçu récemment par le président de la République, les syndicats de magistrats. Vous avez dit, vous, syndicats de magistrature, que vous assumiez totalement un positionnement politique, et vous l'avez dit devant le président de la République. Et je ne crois pas que le président de la République vous ait rappelé à votre obligation de réserve. C'est ça le combat que je mène contre vous, depuis le début de mes engagements publics, c'est que pour moi, les juges ne doivent pas se mêler de politique. Mais quand voilà. certains... À partir de là, je suis d'accord à signer et à voter toute réforme constitutionnelle, ce qui est important, qui irait dans ce sens de procureur de la République indépendant dans son statut, dans ses notions. Mais je voudrais que vous ajoutiez un dispositif dans cette réforme du CSM qui nous épargne de toute politisation de la justice que Françoise Martre représente et symbolise ici, à travers le syndicat de la magistrature. Mais je n'ai pas le sentiment, pour ma part, que les juges soient politisés. Je considère que dans son action, qui consiste à juger, un juge doit être totalement indépendant, il doit même se départir de tout préjugé et de toute position autre que la position qu'il doit avoir. Que pensez-vous du fait que le syndicat magistrature, en 2012, avait appelé à faire battre Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un syndicat de magistrats prenne... Les syndicats, non mais les syndicats, c'est encore autre chose. Je suis partisan que les magistrats puissent se syndiquer comme les policiers, comme... Tout à fait. Bien. Donc il existe un syndicat. Bien. Oui. Alors le syndicat, il prend des positions. Mais les juges en tant que tels
ne peuvent pas juger d'après des critères politiques. C'est normal qu'un syndicat prenne des positions politiques. La loi. Jean-Pierre Sueur, pour vous, c'est magistrature le syndicat magistrature prenne des positions politiques. Alors, on va laisser Françoise Demartre l'indépendance des syndicats et je pense que Madame la Présidente va pouvoir s'exprimer. Dommage que vous répondiez pas franchement. Si je peux m'expliquer, l'indépendance de la justice, oui, mais pour des magistrats qui seraient neutres et muselés finalement, c'est-à-dire qui peuvent éventuellement se syndiquer, mais que ce syndicat ne se mêle pas de politique. Or, c'est un faux débat. Le syndicalisme, par essence, il y a 3 syndicats de magistrats aujourd'hui, il est forcément politique. Nous sommes plutôt à gauche. Nous avons un syndicat majoritaire qui se dit apolitique, mais qui, chaque fois qu'il va se prononcer sur un projet de loi et par exemple sur sa conception, va défendre sa conception de la justice et exprime une opinion politique. Il ne faut pas le confondre avec l'acte de juger lui-même qui fait que chaque magistrat, quand il est dans son acte de juger, il est dans son métier et il n'est pas dans d'autres préoccupations. La liberté d'expression et la liberté syndicale doivent être reconnues aux magistrats comme aux autres citoyens. Je me souviens d'un congrès, un ancien congrès, mais je crois que c'est toujours d'actualité chez vous. Vous affirmiez très clairement, juger est un acte politique. C'est ça qui nous sépare. Mais attendez, tout dépend. Tout est politique. Tout dépend. Mais quand certains, Georges Fenech, dans votre camp, on propose par exemple de créer un ministère commun à l'intérieur et à la justice. Non, je ne suis pas d'accord. Ça n'a pas de sens. Non, je sais qu'il y en a certains qui pensent. Ça existe d'ailleurs. Monsieur Fenech a sans doute oublié qu'un temps, il était également dans une organisation professionnelle qui était marquée politiquement. Mais à droite, ça ne pose pas de problème et à gauche, ça en pose. Tout dépend ce qu'on appelle politique. Vous comprenez, si c'est politique au sens d'Aristote, chaque fois qu'un syndicat va prendre position sur un projet de loi qui émane d'un gouvernement, on dira qu'il fait de la politique. Non, ça c'est normal. Ce qui est important, c'est que le juge, eh bien, quel que soit son vote, il va être indépendant lorsqu'il va juger. Et à cet égard, puisque j'ai encore une phrase, je peux dire que dans le texte dont nous parlons, il y a 2 avancées importantes. Un certain nombre de magistrats devront faire des déclarations de patrimoine, comme les parlementaires et comme d'autres personnes, et tous les magistrats, selon la version du Sénat, tous les magistrats devront faire des déclarations d'intérêt. Cela est de nature à conforter cette indépendance des magistrats à laquelle nous sommes tous attachés. Alors, on va suivre, bien sûr, au Sénat cette semaine ce débat. Merci à tous les 3 d'être venus. On accueille sur ce plateau Michel Grossière. Bonsoir, Michel. Michel qui présente tous les mardis Preuve par 3, l'émission politique hebdomadaire de Public Sénat en partenariat avec l'AFP. Et notre invité cette semaine, c'est François Bayrou. Oui, et le président du MoDem sera avec nous dans une dizaine de minutes maintenant pour 52 minutes et nous lui poserons 3 grandes questions. Perrine, bien sûr, vous connaissez le principe de l'émission, 3 grandes parties, 3 questions. Première au sujet de François Hollande. Est-ce que le chef de l'État est piégé par son hyper-communication? Que pense François Bayrou de cette stratégie élaborée et assumée d'ailleurs à l'Élysée, puisque le chef de l'État a répété ce matin qu'il avait l'intention de continuer à aller au contact des Français, dit-il. Deuxième grande question, toujours au sujet de François Hollande. Est-ce qu'il fait monter sciemment le Front National? C'est une accusation qui émane, vous le savez, de certains rangs de la droite et notamment de Bruno Le Maire qui le répète. Alors on l'interrogera là-dessus, puis on l'interrogera également sur le cap sécuritaire affiché aujourd'hui par Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est l'effet primaire? Nous interrogerons François Bayrou, qui est très réservé, vous le savez, sur cette primaire de la droite et du centre, organisée l'an prochain. Enfin, 3e question, vous serez là pour la poser, Perrine, puisque vous participez, bien sûr, comme chaque semaine à Preuve par 3, et nous demanderons à François Bayrou s'il était satisfait ou non du report par Manuel Valls de la réforme de la dotation aux communes. On l'interrogera comme président de parti, mais également comme maire de Pau, bien sûr. Exactement. Réponse à partir de 18h30, donc Preuve par 3 à suivre en direct sur notre antenne. Merci à tous les 3 d'être venus sur ce débat autour des magistrats. Je vous propose justement d'écouter la garde des Sceaux. C'était il y a quelques heures, à partir à 15h, quand elle a lancé ce débat sur la réforme de la justice dans l'hémicycle du Sénat. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui 2 textes de loi, un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire, dont l'enjeu pour ces 2 textes de loi n'est pas moins que d'assurer la responsabilité qui incombe à l'institution judiciaire d'être l'épine dorsale de la démocratie qui, elle, repose sur le respect de l'état de droit. Cet état de droit appelle la confiance des citoyens et cette confiance des citoyens
ne peut être assuré pour l'institution judiciaire, pour l'autorité judiciaire, que si cette autorité non seulement est indépendante et impartiale, mais apparaît aux yeux des citoyens comme étant indépendante et impartiale. Il importe donc de s'assurer que les magistrats échappent à tout soupçon, à toute suspicion, supposant qu'ils puissent éventuellement soit pratiquer du favoritisme, soit être soumis à l'autorité politique, soit éventuellement à être compromis dans des réseaux, dans des groupes ou dans des intérêts particuliers. Ce souci de l'indépendance et de l'impartialité, qui non seulement existe, mais doit apparaître très clairement, ne suppose pas que l'autorité judiciaire soit détachée de la société, qu'elle la surplombe. Elle suppose au contraire que l'autorité judiciaire soit ouverte sur la société et surtout qu'elle soit accessible aux citoyens, à tous les citoyens, quel que soit leur statut social et quel que soit leur niveau de ressources. C'est pour cela que nous vous présentons ces deux textes de loi qui ont été produits par une intelligence collective que nous avons organisée sur pratiquement 2 années, sur la base d'une volonté politique qui consiste à rénover la relation de confiance entre les citoyens et l'institution judiciaire. On comprend que dès l'origine, le projet de loi organique a été déterminé par 3 contraintes essentielles que son intitulé ne laisse pas clairement apparaître. Avec 8300 magistrats, 402 postes vacants en 2014, un délai moyen de traitement des affaires qui se détériore, nonobstant les efforts fournis par les magistrats et les personnels de greffe, la situation ne pourrait être redressée que par des recrutements massifs. L'état des finances publiques ne le permettant pas, le ministère de la Justice a été conduit à privilégier d'autres types de recrutements moins coûteux, avec d'autres différents aménagements statutaires. Il traduit ainsi en premier lieu des contraintes budgétaires et gestionnaires. Alors qu'aucune critique ne peut être adressée à notre corps judiciaire de très haute qualité qui fait honneur à sa mission, il a été ajouté des dispositions relatives à la déontologie. Or, les obligations auxquelles les magistrats sont tenus à ce titre, et en particulier en matière d'incompatibilité et de récusation, font l'objet d'un contrôle plus rigoureux que celui exercé sur tous les autres agents publics. Il faut admettre néanmoins que la magistrature ne saurait demeurer à l'écart du mouvement général de renforcement des exigences déontologiques et de transparence au sein de la sphère publique, qui concerne certes les parlementaires, mais aussi les hauts fonctionnaires et les responsables publics en général. Le projet de loi traduit donc, en second lieu, des exigences de transparence et de déontologie. Enfin, la question du statut du parquet, contrainte de portée supérieure, est traitée très symboliquement, sans pour autant qu'il soit répondu à la question que d'ores et déjà je vous pose, Madame la Ministre, pourquoi la position claire prise par le Sénat en 2013, conforme à la volonté exprimée par un amendement de votre prédécesseur Michel Mercier, n'a-t-elle pas été poursuivie, au besoin, sur l'initiative du gouvernement devant l'Assemblée nationale? 3 contraintes déclinées par des articles traitant donc de l'ouverture du recrutement pour faire face aux besoins de magistrats, améliorant la gestion des carrières, confortant des obligations déontologiques, renforçant des garanties statutaires et affectant des dispositions propres à certaines catégories de magistrats. La commission des lois a estimé que nombre des dispositions du projet de loi organique destinées à améliorer la gestion du corps judiciaire ou à ouvrir aux magistrats de nouvelles perspectives de carrière étaient utiles et méritaient d'être approuvées. Elle a par conséquent souhaité conforter les avancées contenues dans le texte. En revanche, il a été jugé nécessaire de supprimer ou d'amender fortement certaines dispositions qui lui sont apparues insusceptibles dans les faits d'atteindre le but qui leur était assigné. A été initialement prévue la contraventionnalisation de certains délits routiers, comme la conduite sans permis ou la conduite sans assurance. Bien que cette mesure ait donné lieu à beaucoup de réactions favorables et que Madame la Ministre a publiquement fait le choix d'y renoncer, la Commission, sur ma proposition, n'a pas supprimé cette disposition à ce stade. Non pas que je sois contre l'idée finale de renoncer à cette contraventionnalisation, mais parce que
le sujet me paraît suffisamment important et suffisamment sensible pour que nous puissions prendre un peu de temps pour en discuter dans l'hémicycle. Près de la moitié des articles du projet sont consacrés à la procédure d'action de groupe, pour laquelle la commission des lois a souhaité simplifier le socle procédural commun et modifier certaines procédures qui apparaissaient comme peut-être trop exorbitantes du droit commun. Je n'ignore pas que ce sujet pose beaucoup de questions et que les propositions que j'ai faites dans mon rapport vont faire l'objet de débats fournis dans notre hémicycle. Je n'ai aucune inquiétude, si je puis dire, je ne suis pas sûr que c'est la bonne expression, sur le fait qu'il y aura, sur le fait qu'il y aura beaucoup de débats. Mais je voudrais, à ce stade, au début de nos débats, préciser que je ne suis absolument pas bloqué sur la version issue de l'examen du texte par la Commission et que nous prendrons le temps, au cours du débat, d'examiner les amendements nombreux qui ont été déposés ces derniers jours sur cette question et d'essayer d'en tirer le meilleur parti ensemble.